suave. Lleve puedo cuele kumami. Ekwam kaka ebenu via la wande na ema. Wande na ema. Ekwam kaka ebenu via la wande na ema. Wande na ema. Viva nan kudina, ne mudo ku apestori. Dabli botu lome, isom se obole jimle London. Mais dans cette vie, ma oube nous on enlève vo. Prophétise sur ta vie, amenye karo di be la va meno. Let me hear you say, my life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say, my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. Là où c'est fermé, ne move pas la ruine. Là où ça ne marche pas, ne move pas la marché. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wako, mani family nyebe Mandela. Tu veux réussir, dis de belles choses sur ta vie. Tu ne bénis pas ta vie, mais qui va bénir ta vie? Nino Sadoko do Pika, Benene Bella Pleu, Benene Bella Pleu. Moi je doute pas, tu es un enfant béni. Là où c'est fermé, les Nyamou va la mine. Là où ça ne marche pas, les Nyamou va la marché. Anatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. Anatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. Listen what you're gonna be, you munya mere. If you're only that, boy, Juliano. Un instant, je suis en train de régler les comptes ici. Donc, vous vous dites que vous avez tout réglé avant le jour là, ou bien? D'accord. Je veux bien vous le faire, vous avez compris, non? Vous avez préparé. Vous osez me dire que vous avez préparé. Ils ne savent pas où ils sont, quoi. Bon, bonjour les amis, comment vous allez? Bonjour Lys, ça va? Ça court par les rues de voir un civil en train de menacer des commissaires. Si c'est pas sur un plateau télé, puis elle va là, où est-ce qu'on peut avoir ce privilège de menacer des commissaires? Et dit, hein, les commissaires, comment vous allez? Et puis je vais faire l'appel, ils vont répondre. Ah là, la classe. C'est vrai, non. Elle est au sud, elle est au nord. Elle est au nord, ouais. Elle est au nord. Elle est à côté. Elle est bien à côté. Elle est à côté. Comment vous allez, Léonore? C'est ça, bien sûr. Elle est revenue du nord. Elle est revenue du nord. Bienvenue du nord. Daniel, vous allez bien? Ben, je vais super bien. Serveur va super bien. Alors, je vais faire l'appel. Présent. Non. Ah bon? Oh, ton nom, c'est l'appel.
Je vais faire l'appel du président. C'est quel genre de... C'est quoi ça? C'est un élève assidu. Quel genre de c'est quoi ça? J'aime bien ça. C'est quel genre de... C'est quoi ça? S'il vous plaît, monsieur, ici, là, je fais l'appel et vous répondez à haute et intelligible voix. Mais là, vous répondez bien. Sinon, vous connaissez le Newf. Ah oui, vous y envoyez les gens, mais vous-même, vous... De qui peut nous faire l'autre? Ah, mais sur le plateau ici, on va voir. Pour le moment, on est ici. Je fais l'appel, s'il vous plaît. Kofi Tejumi, commissaire de police. Il dit c'est moi. Il dit c'est moi. C'est que pourquoi? BRI maritime, Pause. brigade de recherche et D'investigation. Il y a une fois les satisfaire les réponses. C'est moi. Commandant de la BRI maritime. Il dit hein, c'est moi, c'est quoi? C'est comme ça on répond. Présent. Présent qui? Ah, présent mon chien, présent ma chèvre, présent ma chèvre, présent quoi? Présent chef. Ah, pardon. On va rester sur madame. Pardon, on va rester sur madame. C'est vous qui commandez. On va rester sur madame. C'est elle qui commande le plateau. Donc, je recommence la présentation. Non, pas l'appel, c'est vrai. Je finis de l'appeler, il répond présent. Madame, et vous représentez mieux. Vous comprenez, non? Vous avez compris, vous aussi, non? Oui, madame. Je t'ai dit de C'était Quand quelqu'un vient, hello. Bonjour, monsieur. Vous n'avez pas fait ça, je suis rentré, mais ce n'est pas grave, on va faire l'appel seulement. D'accord? Kofi Tejumi, commissaire de police. Présent. Présent, madame. Il a perdu les bonnes habitudes. Élève dissipé. Brigade de recherche et d'investigation maritime. Il y a combien de brigades? Il est basé à Tchévi. Donc c'est réparti en 2 brigades ou comment? Non. Ou bien c'est pas région? Il y a la BRI, à la DGPN, à la BRI, à la DCPJ également. Il y a la BRI, à la maritime et puis dans les autres régions. Je prends le journaliste spécialiste de la police nationale. C'est fait Koumako. Tu ne peux pas te pencher un peu, je vais lire ton nom. Et puis c'est le nom que j'ai... C'est vrai. Tu me cherches. Non, c'est samedi. J'étais déjà, est-ce que je dois te chercher? C'est samedi. Hein. Lys, un délice. Des choses comme ça, ça me ramollit seulement comme ça. Douti Yendoubé. Présent, madame. Ça, parmi les élèves, il y a quand même un que tu peux sauver. Il y a au moins un qui... Voilà quoi. Mais souvent aussi, ce sont les élèves qui vont te rendre la vie difficile plus c'est tard, eux qui sont comme ça, commencent comme ça. Comme ça. tranquille, Itamadou. oui. Ouais, c'est pas fou. Les deux. Bon. C'est pas donné. Mon mentor, ma source d'inspiration, mon maître à penser. Lui, Doné Yendoubé, il est le commandant de la brigade de recherche et d'investigation de la DCPJ, à côté de la colombe de la paix, à Lomé. Boîte postale, téléphone. 484. Téléphone 22. 22 quoi? 22, 22, Je 23, passe souvent dans la 58. zone, maintenant que je le connais, je vais souvent aller au bureau dire bonjour. Il a donné le téléphone 22. 22, 22, 23, 58. Tu as dit que je suis... Je vous présente le journaliste spécialiste de la police nationale congolaise 22 22 23, 58. 23 58. Oui. Voilà, D'après ça. là, vous tombez sur la DCPJ. Même si c'est des problèmes d'Interpol, vous serez servi. 22 22 23 58. Voilà. Tu as bûché, c'est ça? Oui. Oh, c'est à force de répéter ça que ça reste. Où? Répète ça où? Oui, c'est vrai. Daniel. Ok, c'est bon. À force de me répéter ça. Mais en attendant, tu peux venir. Où est mon numéro de téléphone? Tu connais mon numéro de téléphone? Lys. C'est vrai, je te parle plus, c'est bon. Que ce soit samedi ou dimanche. Comment je peux retenir le numéro de la police et ignorer ton numéro? C'est ça? C'est lequel mon numéro? Non, c'est ça qui pose problème ce matin. C'est ça là. C'est-à-dire que où on est tout de suite là, je ne te parle plus, tu as compris? Non, le problème c'est que chez toi, quand je prends le téléphone, ton nom s'affiche. Parmi les favoris. Voilà, chaque fois ça sort. Même la police là quoi, c'est dans la tête quand tu dis 22 22, ça appelle en même temps, mais c'est sur le téléphone aussi. Vu que ça c'est un numéro. C'est que ça veut dire. Ce que Seigneur dit, c'est vrai. Que quoi? Ça dit que le téléphone aujourd'hui nous a rendu un peu paresseux. Quand paresseux, je vais dire ça comme ça, les numéros enregistrés, on compose, enfin on cherche le nom et puis
quand vous voulez donner ce numéro, oui, c'est vrai. C'est pas évident. C'est vrai, je pas ne te évident. parle plus, c'est pas une... Excuse-moi. Non, je te parle plus. Moi-même, je ne suis pas capable de te donner ton numéro. Moi-même, est-ce que je peux me donner mon numéro? Ah, J'adore c'est ça. pas Moi, je évident. connais le numéro de Lise. Moi-même, je dis, hein, les vrais gens sont parmi les gens. Merci, les bonjour, bisous. Ouais, c'est ça. Ok. Je ne te parle pas. Gracia. A fait quoi? Eh, Elle est venue ouais. en retard. Non, il était presque à l'heure. Oui, il était vraiment presque à l'heure. Parce que Sévé va noyer Grazia. Ils sont que deux Ils sont parmi nous. ensemble sur le plateau. Tu ne peux pas le noyer. Oui, c'est vrai. Ils sont ensemble sur le Au nom plateau. du crâne et des cheveux. Et de la lumière Et de la reflétante. lumière. Ben, On s'échauffe. ah, ok. Pourquoi que je ne te parle pas, mais en tout cas, Lise. tu permettras à ce que je glisse certaines phrases quand même à ton endroit. Prête-moi C'est tes pas comme paroles si je te parlais. aujourd'hui. C'est Prête-moi pas comme tes si je te paroles ce parlais. matin. Je vais te les rendre à Oui, la fin de l'émission. prends-les. Bon, comme échauffement, qu'est-ce qu'on va se demander? Qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que les parents sont entièrement responsables de ce que nous devenons? Bon garçon, bonne fille, ou mauvaise fille, mauvais garçon? Ouais, ils ont leur part dedans, mais après, c'est beaucoup de grâce divine quand même. Et, Pour ceux qui si vous croient. ne croyez pas en Dieu? Ouais, pour ceux qui croient, c'est le destin de la grâce. Entièrement. Hein? Parce que il y a des parents, mais ils sont dévoués aux enfants. Bon, tous les cas existent. Hein. Je connais un parent, c'est un monsieur, hein. Sa fille, sa première fille, mais il lui parle. On ne peut pas dire qu'il a été absent dans la vie de cette fille, quoi. Ils disent que les discussions qu'une fille peut avoir avec sa maman, c'est lui qui est avec la maman, avec l'enfant. Et il lui achetait même les serviettes hygiéniques de filles en stock. Donc, il savait que chaque mois, l'enfant devait prendre un paquet de serviettes hygiéniques. Donc, quand l'enfant vient prendre le paquet, c'est que tout va bien. Puisqu'il discute beaucoup avec la fille, il lui parle que là, il accompagne l'enfant. Mais c'est cet enfant qui allait ramasser une grossesse d'un badaud quelque part pour rentrer à la maison. Le papa ne pouvait pas comprendre comment ça peut arriver. Parce que le matériel est là, l'accompagnement est là. Le papa il a failli mourir. Il ne peut pas comprendre comment ça peut lui arriver à lui. Il ne peut pas comprendre. Il n'y a pas une faille quelque part? Non, il ne peut pas comprendre. Sincèrement, nous avons remarqué qu'il est très présent côté de sa fille. Ce qu'il fait à sa fille, je ne dis pas que moi je ne le fais pas autant, mais il en fait quoi. C'est qu'il lui parle sans tabou. Il n'y a pas une faille quelque part? Il doit peut-être, je ne sais pas, mais à ce jour, je ne sais pas, nous, on n'a pas trouvé. Est-ce que c'est la bonne manière d'éduquer? L'excès de toute chose est nuisible. Eh bon, c'est pas... Bon, je ne dirais pas qu'il n'est pas sévère. Je ne dirais pas qu'il n'est pas sévère. Mais c'est-à-dire que ce qu'on a vu par rapport à cet enfant, si la réussite de l'enfant ne dépendait que de l'accompagnement que son papa, les parents doivent leur faire, l'enfant là, son avenir était tracé quoi. Mais c'est l'enfant, elle était, même pas avant le bac, c'est seconde ou troisième, elle a ramassé une grossesse pour... Le papa a failli mourir. Parallèlement, et pareil, il y a des enfants dont les parents n'existent, il y a des orphelins. Il y a des orphelins, des gens qui n'ont personne. On a reçu dans le Bala, il y a une année, un enfant orphelin de père et de mère, mais c'était pratiquement le premier du Togo au baccalauréat. Il dormait dans la rue. Il appelait sur le lampadaire. C'est un voisin qui lui a prêté une partie de son garage et il s'y couchait. Mais il est allé décrocher le bac sauvagement, insolemment. De façon provocante. De façon irritante, provocante, mais insolente. Il a eu. Donc les parents... Ça joue, mais ça joue beaucoup. Mais c'est quand on dit que les enfants, ils répliquent les adultes. Ils savent, ils imitent la vie des adultes, leur parlent beaucoup, c'est vrai. Donc, il y a des enfants qui sont déformés des fois. Ils ne savent pas qu'ils sont déformés, que c'est pas que ça la norme, parce que la norme qu'eux, ils voient chez l'adulte, c'est ça, et ils reproduisent. Un adulte qui ment, que l'enfant voit que l'adulte ment, l'enfant va penser que le mensonge, c'est pas grave. Un adulte qui envoie l'enfant régulièrement aller lui acheter sur l'habit, avec la convie, l'enfant qui depuis enfant va acheter sur l'habit à son parent. L'enfant est habitué à sur l'habit. À un moment donné, l'enfant ne peut-il pas savoir que l'habitude de papa n'est pas bonne?
Peut-être qu'il peut savoir à un âge donné, à un âge de raison. Pas 6 ans, hein, mais quand l'enfant grandit, c'est possible qu'il peut savoir. Mais est-ce que c'est parce que tu sais que tu ne le fais pas? Quand tu l'as déjà en habitude que tu le fais, c'est peut-être des fois difficile pour toi de t'en départir si tu sais que ce n'est pas bien. Donc tout ça, hein, ça dépend beaucoup des parents, mais beaucoup aussi de, je sais pas, d'une certaine providence, d'une certaine grâce. Tout ne dépend pas des parents. Exactement. D'une certaine grâce. Tout ne peut pas dépendre, on ne peut pas mettre tout le tort sur les parents. Puisque, Non, le tort, quand c'est négatif, oui. bon, Et ça puis, peut être tous les lauriers aussi. oui, Tous les lauriers, tous les torts, non, ses parents ne vont pas les prendre seuls. Oui, forcément, parce que c'est l'éducation qu'on reçoit à la maison. On n'est pas du matin jusqu'au soir, on ne reste pas à la maison. On sort de la maison, on va à l'école, on va en ville, on rencontre d'autres personnes qui viennent avec d'autres éducations. Et l'enfant aussi, c'est ce qu'on appelle la socialisation. Voilà, l'enfant aussi copie d'autres manières de faire. Je ne sais plus qui disait ça. Quelqu'un disait, je ne sais plus si c'est ici, on a reçu quelqu'un qui disait, non, c'est plutôt un artiste ivoirien que j'ai suivi, qui disait, il avait une double personnalité. Quand tu viens chez lui à la maison, le garçon que tu verras à la maison, ce n'est pas pareil que le garçon que tu verras à l'école. À la maison, c'est un ange. Mais dès qu'il sort de la maison et qu'il arrive à l'école, c'est un démon. C'est qu'il est faux. Oui. Exactement. Et ça, ce n'est pas la faute forcément aux parents. À la maison, c'est avec cet enfant-là, quand il va fauter dehors, que tu vas le ramener à la maison, ses parents vont dire non, jamais. Ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma fille. Moi, non, mon enfant que je connais ne peut pas faire ça. Parce qu'il reçoit l'éducation de la maison, il applique à la maison, mais dès qu'il sort de la maison, il oublie. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des parents aussi de savoir ce que les enfants font dehors? Oui, c'est aussi leur responsabilité, mais bon. Ils peuvent pas tout savoir, en fait, ils peuvent pas tout contrôler. Et oui, mais est-ce que quand on leur parle assez bien, ok, quand on les responsabilise, quand on leur donne des exemples concrets, des choses à ne pas faire constamment, ok, il ne suffit pas juste... Il y a la manière aussi de dire, d'éduquer également, je crois. Et quand il y a une faille quelque part, je crois que ça peut entraîner... Et l'excès en tout aussi nuit. Il faut savoir prendre la juste mesure, quoi, j'imagine, quoi. Anyway, Éléonore. Oui, comme les autres l'ont dit, je pense que les parents n'ont pas l'entière responsabilité de ce que devient l'enfant. Il y a la société qui éduque l'enfant également. Et après, tout ce qu'on fait, ce sont des choix. Hein. Toutes les actions que nous posons par après, ce sont des choix. Donc, on ne choisit pas tôt. On peut choisir à un certain âge. Oui, on peut choisir à un certain âge, mais à un certain âge également, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Dans le milieu, tu sais ce qui est bien dans votre famille. Ce qui est bien chez vous peut ne pas être bien chez l'autre. Oui, c'est ce que je dis, mais quand même, j'essaie d'essayer de faire la part des choses. Je sais faire la part des choses. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Oui, il y a quand même un bien conventionnel. Voilà. Ici ou là-bas, quand même, on sait que c'est bien. Voilà. Il y a un bien conventionnel. Oui, je suis parfaitement d'accord. Celui-là, il y a les fondamentaux. On ne peut pas... Voilà, OK. Quoique, même là, on peut en discuter, franchement. Parce que boire la bière, par exemple, voilà, tous les matins ou bien tous les trucs là, peut-être dans une famille, ou bien prendre le tchakpalo, le tchoukoutou, voilà, c'est rien. On peut même en donner aux enfants. Il y en a qui donnent... Pas qu'on peut en donner. Déo a été sevré. On a sevré Déo. Déo a été sevré au tchakpalou avec la pâte. Par exemple, quoi. Alors que dans d'autres familles, non, même pas l'odeur de ces boissons-là. Ouais. Donc ça dépend. Et dans l'autre famille où il n'y a pas l'odeur de cette boisson, c'est peut-être l'odeur du chocolat. C'est peut-être l'odeur du sodabi. Oui, entre le chocolat il y a toujours quelque chose du sodabi. Le chocolat, le sodabi, franchement, le choix s'impose. Qui a dit ça? Moi. Il y a que toi qui puisse le dire. Gracias. En fait, moi je me dis, quand on prend, si les parents acceptent qu'on leur jette des lauriers parce que l'enfant a réussi, il faut que les parents acceptent aussi qu'on les critique parce que l'enfant n'a pas réussi. C'est clair. Et jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans ou du moins atteigne la majorité, les parents sont
entièrement responsables de tout ce que les enfants font. Entièrement. Absolument Jusqu'à responsables. 18 ans. Jusqu'à la majorité, 18 ou 21, je ne sais plus. Mais jusqu'à la majorité... Qui l'habite chez toi ou pas? Mais il y a des enfants très précoces qui Oui, déjà ça, c'est des mineurs émancipés. La émancipés. cuisine, s'occuper Oui, de toi. oui, mais il y a des mineurs émancipés aussi que la loi décide Qu'est-ce de... que tu es sous-émancipé? Ceux qui ont 16 ans, à partir de 15-16 ans, et qui ont une certaine autonomie. Un enfant qui a 16 ans et qui a peut-être son bac. Oui, et je qui peux va... faire autonomie, émancipé, je ne prends pas forcément. Oui, c'est le genre émancipé. Le texte dit ça. Un enfant qui n'a pas 18 ans peut se marier sous l'autorisation d'un juge qui va apprécier. On va l'émanciper. Il est émancipé, autonome, machin. Oui. Donc, en c'est gros, des mots, ce sont oui, c'est des mots. Oui, en gros. tout autre chose. Oui, c'est des mots. Donc, ce qui voudrait dire que jusqu'à la responsabilité de l'enfant, les parents sont entièrement responsables. Même après, même ils sont encore responsables. Oui, c'est-à-dire qu'au moins, il y a des parce parents que qui lâchent dans pas. la mesure où, du point de vue pénal, ton enfant qui déconne, on te dit que c'est parce que l'enfant est mineur, que c'est les parents qui sont les premiers responsables. Mais tu ne vas pas aller en prison pour la faute de l'enfant, c'est clair. Mais on t'impute la responsabilité du fait que ton enfant, peut-être à 16 ans, non, à 10 ans, s'est permis d'aller poser une bombe quelque part, c'est la faute aux parents. Oui, ce qui voudrait dire que les parents doivent accepter qu'ils sont entièrement responsables de ce que leurs enfants sont. Donc, à partir de 18 ans ou de la majorité, ils deviennent des conseillers. Des accompagnateurs. Des accompagnateurs. Les parents deviennent conseillers des enfants. Oui. Comment vous expliquez que trois garçons d'une même famille, éducation pareille et tout, deux s'en sortent, le troisième, il est un vrai déconnard? C'est ça, on dit qu'il y a la providence dedans, que tout ne dépend pas des parents. C'est là aussi l'erreur. Mais pour ceux qui ne croient pas, on va laisser tomber la providence, oui, c'est Dieu, vrai. tout ça. C'est là aussi l'erreur. On ne peut pas dire, moi par exemple, j'ai 2 filles, mais je connais mes filles. Tu crois les connaître? Non, je les connais. C'est-à-dire que je peux pas tu les reconnais physiquement. Oui, je ne peux pas donner la même éducation aux deux. Parce que je sais un peu le tempérament de l'une et le tempérament de l'autre. Par exemple, la plus grande, je sais que juste lui dire, ah bon, Mabi Dido, ça suffit largement pour qu'elle change, elle apprécie ce que tu veux lui dire. Mais l'autre, tu lui dis, Mabi Dido, oui, mais à quoi tu attribues ça? Comment tu expliques que chacun sa personnalité. Chacun sa personnalité. On peut être 3 garçons d'une même famille, d'un même père, d'un même mère. Dans les mêmes conditions de pression et de température. Donc, on ne peut pas éduquer nos enfants de la même manière. On leur donne le même amour. Les caractères viennent d'où? Ils naissent avec, je me dis, il a fait d'ADN. C'est peut-être aussi les circonstances qui ont entouré la grossesse, les stress, les moments de joie. Et puis le Togui qui a réincarné. Ah voilà, là on remonte ailleurs. Ça aussi peut-être. Moi par exemple, je ne peux pas éduquer mes 2 filles de la même manière, mais je vais les aimer d'un même amour. Ça c'est autre chose. Là j'ai compris. Alors les soldats, qu'est-ce que vous en pensez? Quand les enfants déconnent, vous dites aux parents que c'est eux ou comment? Bon, bref. Pourquoi tu ne dis pas quand les enfants réussissent? Quand ça réussit, ils vont chercher quand chez eux. Quand ça réussit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On dit que c'est papa, maman, c'est tout. Personnellement, je pense que les parents ont la grande responsabilité. Puisque, bon, ce sont les parents qui doivent poser le fondement de la réussite des enfants. Donc, c'est à partir de la majorité, comme vous l'avez dit, que l'enfant peut décider de réussir ou de ne pas réussir. L'enfant peut choisir ce qu'il veut devenir. Est-ce qu'on peut choisir de ne pas réussir? On ne choisit pas, mais en fonction de ses orientations, de ses convictions, bien peut-être des erreurs dont on n'a pas tout de suite conscience. Voilà, ou bien qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas rectifier. Qu'on ne veut pas rectifier, on opte pour une voie qui forcément n'aboutit pas à la réussite. Mais ce sont les parents qui posent le fondement de cette réussite. Voilà. Ils sont forcément responsables jusqu'à un certain âge. Jusqu'à un certain âge. Entièrement. Entièrement. Quand ils abandonnent les enfants,
dans les enfants de la rue qui deviennent délinquants, tout ça, c'est qui? Normalement, quand on doit les attraper, on va chercher les parents, on va fesser les parents. En attendant... Ceux qui sont dans la rue, parfois leurs frères et sœurs sont à la maison. Hein. Oui, je refuse pas. Mais il faut toujours creuser derrière. Comment le parent a réussi à garder deux à la maison et l'autre, c'est vous ne demandez pas comment les deux ont réussi à rester à la maison et l'autre est parti. On ne demande pas comment l'autre a réussi à partir. Non, forcément, tout a une histoire. Et chacun va prendre une part de responsabilité obligée. Yendoubé. BRI, DCPJ. Alors, moi, je pense que c'est une question fondamentale. Hein. Mais pour ma part, je crois que les uns et les autres ont déjà apporté des réponses assez satisfaisantes. Je pense aussi que le piège dans cette question, c'est le mot « entièrement ». Je pense qu'on ne peut pas imputer toute la responsabilité, soit de la réussite ou de l'échec d'un enfant à ses parents. C'est vrai que les parents posent le fondement, puisque les parents ont une certaine emprise sur les enfants en bas âge, mais viendra un moment où l'enfant pourra prendre lui-même ses propres décisions, et c'est en ce moment que l'enfant peut soit avoir des comportements qui vont à l'encontre de l'éducation qu'il a reçue de ses parents, ou soit rester dans la vision de ses parents. Donc les parents sont entièrement responsables, oui, mais jusqu'à un niveau. Parce que l'emprise des parents sur les enfants, elle n'est pas éternelle. Elle s'arrêtera à un moment où l'enfant fera lui-même ses propres choix. Et vous estimez que les parents peuvent se tromper durant la première période là? Oui, c'est en ce moment qu'on parle de la responsabilité des parents. Je pense que les parents peuvent se tromper. Il y en a qui se trompent. Et c'est ça qui donne le résultat négatif que nous constatons. Voilà. Entre mère et père, qui influence plus au niveau de l'éducation? Qui prend? Moi, je pense que pour ma part, c'est plus les mamans. C'est plus les mamans, puisque l'enfant a une certaine affinité avec sa maman. Il passe est plus proche. de temps. Garçon-fille, Garçon-fille, hein, il passe plus de temps avec les mères. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette question d'égalité de sexe, les femmes aussi travaillent comme les hommes, mais les femmes passent plus de temps avec les enfants que les hommes. Et les femmes, parfois, deviennent un peu les confidentes de leurs enfants. Et si vous avez la chance de tomber sur une mère qui a une bonne vision, elle pourra très tôt recadrer l'enfant. Autrement, ça veut dire qu'une mère qui est trop laxiste, trop... Voilà, elle pourra entraîner l'enfant. Il ne faut pas être trop large non plus. Oui, il ne faut pas être trop large. serré. Parce que l'éducation, c'est une question de carotte et de bâton. Voilà, on décide quand il faut donner la carotte et quand il faut voilà, donner le bâton. Il paraît qu'il n'y a même plus bâton, qu'il ne doit plus avoir bâton. Hein. Quand on dit bâton, je crois que ce n'est pas bâton. Non, quand on dit bâton, voilà, ce n'est pas d'infliger des sévices corporels aux enfants. Mais pour servir, c'est carottes et chocolat. Absolument. C'est chocolat et chocolat. Mais parfois, quand on dit bâton aussi, je crois que le commissaire Kofi donnait un exemple là d'une phrase qu'il a marquée jusqu'à ce jour. Effectivement, bon, c'est par rapport à la gentillesse des mamans. Je me dis que c'est tout ça qui, à la fin, conditionne la réussite de l'enfant. Et c'est ça qui fait qu'on accorde un crédit beaucoup plus aux mamans. À la mesure où, j'ai donné un exemple, une fois maman m'a dit « c'est à moi tu as fait ça ». Jusqu'à ce jour, ça m'a marqué. Ce qui veut dire que, qu'avec tout ce qu'il m'a fait, tout l'amour qu'elle m'a donné, le cadre dans lequel elle m'a élevé un jour, bon, j'ai déconné ça. Un bon garçon, un digne garçon, j'ai haussé le ton. J'ai haussé le ton et puis voilà, donc jusqu'à ce jour, je n'oublie jamais. Ce qui fait que je ne peux plus répéter ça. Voilà. Merci maman. Il faut que les mamans cessent de nous traumatiser. Parce que c'est des choses comme ça qui... Non, on a peur. Des fois, très souvent, on a peur. Un regard. Des phrases. Oui. Non, c'est pas... On ne peut pas savoir l'appréhension, la peur que tu as quand tu es maman de voir ton enfant. Des fois, il pose un geste, tu as peur, tu vois tout l'environnement, tu te dis... Tu veux le meilleur pour lui. Et quand ça pose des actes, des fois, et que, oui, peut-être que c'est de l'exagération, mais tu es là, que tu analyses, tu débordes, tu exagères. Ah ouais, oui, c'est pas
Sincèrement, c'est lourd cette affaire. Hein. C'est pas évident. On a parlé des parents, on a parlé des enfants, mais là on va parler du vol. Oui, mais en les fait, gens qui cherchent à voler, pas de leur propre zèle. Oui, en fait, moi, je me dis, peut-être pour finir, je me dis, dans ma société idéale, il serait bien que les femmes travaillent moins, du moins à l'extérieur que les hommes, mais qu'elles arrivent à avoir le même salaire que les hommes. C'est-à-dire que si l'homme, on devait travailler 5 jours sur 7, la femme devrait travailler 4 jours sur 7 et avoir le même salaire parce que la femme à la maison est très indispensable. C'est la femme qui, qu'on le veuille ou non, donne le fondement de l'éducation de l'enfant. Et quand la femme est absente parce qu'elle travaille et que c'est, entre guillemets, la bonne qui finit par éduquer l'enfant, on sait ce que c'est. Il y a des gens qui ont des moyens, qui sont pleins aux as, mais les enfants ne réussissent pas parce qu'elles n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas le temps. Les deux parents n'ont jamais le temps de s'occuper des enfants. On pense qu'on a les moyens, on leur donne, tu as besoin de quoi, tu prends. Et c'est ce genre d'enfants aussi qui se rebellent beaucoup, vraiment, qui sont dans des comportements bizarres. On se demande, l'enfant a tout, pourquoi il fait ça? Très souvent, les psychologues pensent que c'est pour attirer l'attention sur eux. Parce que il y a tout, effectivement, mais l'affection parentale, la présence parentale n'est pas là. Donc, c'est l'enfant qui est sur la maison, mais qui ira voler dehors. Oh, tu parles de vol. Est-ce que, entre parents et enfants, on peut parler de vol? Ah non, on le vole. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol à la maison. Je pense que vous posez là, vous touchez un point qui est très sensible et qui pose parfois beaucoup de problèmes aux gens. Mais ensemble, retenons ceci. Si nous prenons la définition littérale du vol, oui, il peut y avoir vol entre parents et enfants. Mais, le mais très important, le législateur qui a prévu le vol, on est en septembre, mais le mais est très important. Voilà. Le législateur qui a prévu le vol a en même temps mis un bémol. C'est-à-dire que le législateur a organisé ce qu'on appelle les immunités familiales. L'objectif, les immunités familiales. Entre époux, je prends ton truc, je ne t'ai pas volé. J'ai pris. L'objectif visé par le législateur, c'est de maintenir le noyau familial, d'éviter que la famille s'éclate. Mais il faut préciser que les immunités familiales, ce que je disais, ça veut dire qu'un enfant qui prend un bien appartenant à son parent ne sera pas poursuivi sur le plan pénal. Mais il y a aussi un mais là-bas. Les immunités familiales ne doivent pas constituer un boulevard pour que les parents, les enfants ou certains parents puissent s'approprier indûment des biens qui ne leur appartiennent pas. Et les immunités familiales sont encadrées par des garde-fous. C'est-à-dire que dans le cadre d'un vol, par exemple, les immunités familiales ne concernent que certaines infractions contre les biens seulement, comme le vol, l'abus de confiance. Ce n'est pas toutes les infractions. Voilà. Et secondo, dans un cas de vol ou d'abus de confiance, la victime, c'est-à-dire le parent ou l'enfant qui a vu son bien pris indûment par l'autre, sur sa demande, peut réclamer la réparation sur le plan civil. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'irez pas en prison, mais vous pouvez être amené à restituer le bien, voire à payer des dommages et intérêts. Est-ce que ça peut aller dans l'autre sens? Oui, les immunités familiales sont dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens ascendant et dans le sens descendant. Même aussi, entre époux. Entre époux. Donc, je peux prendre ta voiture, je pars. Je ne t'ai pas volé. Entre époux, tu as eu 8 ans. Mais je prends ta voiture, je ne t'ai pas volé. Quand vous parlez de familial, c'est même entre frères et sœurs et tout ça? Non, les immunités familiales ne sont pas prévues dans le sens de linéaire. C'est dans le sens ascendant, descendant, ou bien dans le sens du lien du mariage. Entre époux. Mais entre époux, il faut préciser aussi que les immunités familiales ne sont évoquées que lorsque nous sommes dans la période du mariage. Dans les liens, dans le mariage. Voilà, dans les liens du mariage. Voilà, si par exemple nous sommes en séparation de corps, on est en instance de divorce, il peut bien avoir vol. Même après 20 ans de mariage. Non, même si on est en concubinage depuis, c'est consacré, on a 15 enfants, on n'est pas marié légalement.
Là, il peut avoir vol là-bas. Là, il y a vol. Clair, oui, il faut quand être il n'y a pas le mariage marié. qui est célébré. Même s'il y a la dot et tout ça, il n'y a pas de quelle mariage. Qui connaît d'autres? Non, disons, quand il y a mariage traditionnel. Oui. Qui connaît le mariage traditionnel? Je crois que c'est le mariage traditionnel. C'est dommage, mais ce n'est pas reconnu. Je crois. Oui, c'est pas reconnu. Maintenant, comment définir le vol? Quand on dit vol, c'est quoi? À part les oiseaux. Alors, pour faire simple, je crois que l'article 411 du nouveau code pénal... Même définir vol, c'est pas dictionnaire, c'est article? Oui. Oui, parce que le vol est une infraction, il faut le définir dans son contexte légal. L'article 411 du nouveau code pénal togolais définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Voilà, ceci étant, nous avons plusieurs types de vols, mais je pense que nous allons nous consacrer sur les cambriolages, les vols à la roulotte et puis les vols à l'arraché. Voilà. Et comment ces trois types de vols se manifestent-ils? Le cambriolage, le vol à la roulotte, le vol à l'arraché. Voilà, nous allons nous inviter à définir ces types de vols. Je fais une parenthèse, gardez l'élan. Quelqu'un dit, par rapport à ce que Servet a dit, 3 garçons, mais 2 sérieux et 1 qui déconne. Tu n'es pas bien dans ta tête. Mais en même temps, ce n'est pas fou. Il dit, peut-être celui qui déconne n'est pas le vrai enfant du papa. Non. Le fruit de l'infidélité. Non. Ouais, ça peut arriver. Non. Là, tu sais, ça peut arriver. Non, il accuse les femmes. Oui, ça peut arriver. Il y a dans certaines familles, il y a un enfant parmi tous les enfants qui réussissent, mais il y a un qui est à l'ouest toujours. Oui, mais, et on dit souvent que, nous me dit, et quand on fouille, des fois ça arrive, l'enfant doit être ramené dans sa famille originelle pour réussir. L'enfant doit aller dans sa famille originelle pour réussir. Ah oui, non, c'est pas des histoires. C'est de la même manière qu'on fouille et on confirme que c'est vraiment le sang du papa. Quoi. Ça peut arriver, mais oui. Je pense que dans ces cas, généralement, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles l'enfant a été élevé. Si vous voyez bien, ce n'est pas des statistiques, mais généralement, c'est des enfants les derniers. Et en ce moment, les parents n'ont plus la même fougue que pour les aînés. Pour les premiers. Voilà. Ils ont tapé tout le haut et puis en bas, ils sont fatigués. Et puis en bas, les parents sont fatigués. Les enfants, même moi, il m'arrive parfois de demander à mon papa si c'est toujours lui. Parce que je n'ai pas reçu... Voilà, je n'ai pas reçu les mêmes privilèges que mes petits frères ont aujourd'hui. Donc, et puis des fois, les aînés aussi, parce que les aînés ont tellement été serrés que... Oui, aînés, parfois aussi, c'est ça. Quand on essaie de trop serrer, ça peut se casser. Aînés et Benjamin, des fois, c'est... Voilà. OK. À l'arraché, cambriolage et roulotte. Voilà. Bon, avant de revenir sur les définitions, permettez-moi que je revienne sur les cas de vol entre parents, fils et puis entre conjoints. D'abord, c'est vrai, il y a des immunités, mais ce que je voudrais soulever, c'est qu'il ne faudrait pas que les enfants pensent que puisqu'il y a cette immunité, cela leur permet de voler. Non. On dit qui vole un œuf volera un bœuf. Voilà, nous venons de parler de l'éducation, de la réussite. Cela peut conditionner aussi l'échec plus tard. Maintenant, entre conjoints, c'est vrai, même si vous n'êtes pas encore marié, ce n'est pas aussi l'occasion d'aller convoquer l'autre parce que ça peut être le début de la rupture, de la séparation. Ma femme a volé. Mon mari a volé mon... Il faudra gérer ça. Il y a des maris qui volent. Tu lui donnes l'argent pour t'acheter. Il y a des cas qu'on a vus, non? La femme lui donne l'argent pour lui acheter un terrain. Là. Le mari n'a pas volé. Il a pris les sous. Ou alors, il a pris le terrain de la femme qu'il a vendu. Il y a plein de trucs comme ça. Non, c'est un emprunt ou bien c'est un prêt. En ce moment, il ne s'agit pas de vol, mais il s'agit d'un abus de confiance. Abus de confiance. Voilà, c'est le détournement. C'est l'idée de détournement qui est derrière. Donc, s'il ouvre mon porte-monnaie et puis prend tout mon salaire, il a volé mon salaire. Mais ça, c'est un vol, puisque c'est une soustraction. Et puis, maintenant, vous allez dire qu'il n'y a pas de vol parce qu'on est marié. Mais si vous êtes légalement marié, il n'y a pas de vol. OK. Comme on est marié là, il faut laisser ton porte-monnaie à vue d'œil. C'est un prêt. On va se voler vivant. Ah, mais si vous voulez, comme je l'ai dit, vous pouvez être amené à restituer. Et quand je vais signer reconnaissance de dette. Ça va se régler aussi au lit. Ça peut se régler au lit. Ça peut se régler au lit aussi, non? C'est ça. En discussion. Supposons que la fille de ma femme me vole. Est-ce qu'il y a volé? C'est ça. Ça, c'est des questions. Genre, la dame, elle avait sa fille avant de venir épouser le monsieur.
Ou Et ma puis, c'est fille, la mon fille, enfant là. vole sa seconde maman. Voilà, il y a vol. Oui, Je crois que si les deux parents sont dans le lien du mariage, on peut évoquer les immunités familiales. Les immunités, toujours. Oui, si les deux parents sont dans le lien. Ça doit couvrir tout le monde. Ouais. Alors, vol, etc. Vol, etc. Il n'y a pas immunité de bastonnage. Nous étions sur les définitions. Absolument. Donc, disons que le cambriolage, c'est le fait de s'introduire dans un domicile, dans une habitation, mais dans un local donné par effraction des portes ou par escalade et d'aller dérober un bien meuble qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à autrui. Donc ça, c'est la définition du cambriolage. La définition du vol à la roulotte, c'est le fait de voler ou d'emporter un bien dans une voiture, dans un véhicule en stationnement. On vole dans la voiture. Oui, on vole dans la voiture. La personne use des moyens pour voler un objet qui est convoité. Firmer, c'était volé à la roulotte. Non, Firmer a été volé à la roulotte. On l'a bien roulé. Quand on cambriole une voiture à la maison. Voiture garée, vitres cassées, tout vidé, c'est pas roulotte. C'est cambriolage ou voler à la roulotte? Oui, ça c'est un cambriolage parce que la personne doit rentrer dans la maison par effraction avant d'aller s'approprier le bien appartenant à autrui. Dans le vol à l'arraché, c'est le fait de voler par violence un bien convoité appartenant à quelqu'un, c'est-à-dire la personne, une personne vulnérable qui est de passage ou bien qui est ainsi quelque part, et puis par violence ou par agression, vous lui arrachez son bien et puis vous prenez la fuite. Alors je dis, genre, on est au téléphone, tu as un téléphone comme ça, la personne te gifle et puis arrache le téléphone. Est-ce qu'il a besoin de me gifler? Comme c'est ici comme ça, il y a un qui non, les gens ici, attends, on va essayer. Le temps que tu te remettes de tes émotions. Il a déjà le téléphone, il est parti. Est-ce que c'est dans cette catégorie aussi, on peut mettre les vols à main armée et tout ça? Bon, je pense qu'il y a deux grandes catégories de vols. Bon, si vous permettez, avant de revenir sur les catégories de vol, tout à l'heure, mon collègue a parlé des vols à la roulotte. Il faut préciser que le terme là, ça peut paraître bizarre. On va demander pourquoi vol à la roulotte. En fait, c'est une ancienne appellation. Je pense que c'était au temps des nomades qui n'avaient pas de local fixe. Ils se déplaçaient avec des chariots qui étaient traînés par des chevaux qu'on appelait les roulottes. Donc c'était le fait de voler dans ces roulottes-là qui a donné le nom à ce type de vol. Donc je disais qu'il y a deux catégories de vol. Il y a le vol simple. C'est-à-dire que le vol qui est commis sans aucune circonstance aggravante. Et il y a les vols aggravés. Comme leur nom l'indique, ce sont des vols qui sont commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Donc, les vols à la roulotte, les vols à l'arraché, les cambriolages et les vols à main armée, comme Firmin vient de le dire, Daniel plutôt vient de le dire, rentrent dans la catégorie des vols aggravés, puisqu'il y a des circonstances aggravantes de ce vol-là. Parmi les circonstances aggravantes du vol, vous allez retrouver l'usage des armes, l'usage des fausses clés, les effractions, le fait de voler de nuit, le fait de voler en bande organisée. Donc attention, on vole le jour, c'est différent de quand on vole la nuit. Oui, le fait de voler la nuit rend le vol aggravé. Donc c'est mieux d'être de ne pas être des chauves-souris. C'est mieux d'être des pigeons que des chauves-souris. Pour vous, ne même pas voler. Voilà. Alors ça, je ne savais pas. Quand c'est la nuit, quand c'est le jour, c'est plus... Non, quand c'est la nuit, c'est plus grave. Oui, quand c'est la nuit, c'est plus grave. Quand c'est par escalade, c'est plus grave. Quand c'est avec usage d'armes, c'est plus grave. C'est les circonstances aggravantes du vol. Voilà. Maintenant, ces circonstances aussi vont jouer sur la répression. Parce que quand vous allez prendre quelqu'un qui a commis un vol simple, je crois que c'est de 1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende. Le vol simple, c'est-à-dire le gars veut rentrer chez moi en journée, il a pris ma bouteille de gaz. Oui, s'il est rentré chez vous déjà, c'est un cambriolage. Le vol simple, peut-être vous avez laissé votre téléphone et quelqu'un en passant. En disant, on est entre collègues de service comme ça, puis il a pris mon téléphone. Il le prend sans circonstances aggravantes. Puisque les circonstances aggravantes, elles sont énumérées de manière exhaustive dans le code pénal. Ah, les circonstances aggravantes sont énumérées déjà, exhaustives. Oui, je crois qu'elles doivent être 18 ou 19 par là. Ouais. Maintenant, quand vous commettez un vol aggravé avec une seule circonstance aggravante, la peine passe de 3 à 5 ans. Et s'il y a deux circonstances aggravantes? S'il y a deux circonstances aggravantes, ou bien si l'usage de l'arme a entraîné des blessures ou la mort,
vous pouvez aller de 10 à 20 ans de prison. Voilà. Et jusqu'à même, tu peux prendre la perpète. Oui, oui. Puisque... Parce que le Togo a fait Gadjara, le Togo dit qu'on ne va plus tuer les gens. Et puis, ils sont là-bas. Bon, bref, oui. Il n'y a pas que le Togo. Hein. Il y a beaucoup de pays qui n'ont plus tué. Un État ne tue pas, un État exécute. Exécute. On ne plus Ouais. On le tue. Oh, jouer sur les mots. C'est ça, c'est la même chose. C'est pas parce que tu as été exécuté que tu n'es pas tué. On t'a pas tué. C'est pas parce que tu n'es pas exécuté que tu n'es pas mort. On t'a juste exécuté. Exécuté, oui, alors. Donc, roulotte et cambriolage, et à l'arraché. Maintenant, ça peut être vol à main armée ou braquage. Moi, ce que je veux savoir, les pickpockets au marché, là, les gens, des fois, ils t'arrachent ton truc qui court, ou bien ceux-là qui te volent, même tu peux le faire bisou, il est parti, je ne sais pas. Ça rentre dans quoi? C'est le vol à l'arraché. Arraché, hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, si la personne vole que tu ne sais pas, ça c'est un vol simple. Et genre, tu as ton sac, les gens ils sont trop puissants. Toi-même, tu as ton sac là. C'est arrivé, elle a pris son sac là. Et mien, façon dont elle tenait le sac sous son aisselle, c'est ça qui a dû dire au gars que ce sac là contient des trucs. Et ils se bousculaient, ils ont créé une bousculade avec les petites lames. Pendant qu'ils se bousculaient là, les gars ont déchiré le sac seulement et ils ont enlevé l'argent. En plus, leur mode Toute la somme est sortie. Celui C'est qui quand va... la dame est arrivée qu'elle a vu qu'elle avait founsé. Il n'y a rien dedans. Et ils savent où se trouve l'argent? J'ai dit, les gens sont puissants. Voler, c'est pas petit, hein, c'est pas facile. Ils sentent tout. Et puis celui qui va te dépouiller, lui, il est tranquille. Hein, c'est quelqu'un d'autre qui va te distraire. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont à côté de toi qui vont te distraire. Le sac est ici, on te distrait de ce côté. Le temps et puis on avait mis à côté, ouais, le temps de faire ça et de revenir, c'est parti. Oh, moi, ça m'est arrivé en voiture. Je dis, c'était une question de... Les gens sont puissants. Je dis, les voleurs, ils sont... Mais puissants, quoi. C'est pour ça que la peine qu'on leur a infligée doit être puissante aussi. Donc, c'était un truc qui s'est joué en quoi? 2-3 secondes. J'étais en voiture au niveau de Rolando. J'ai déposé au marché. Donc, j'avais mon téléphone. Vous voyez la radio du véhicule. Il y a un truc là. Un trou là-bas. J'ai mis le véhicule là. Non, pas le véhicule. J'ai mis le téléphone. J'ai mis le téléphone là-dessous. Donc, moi, je sais que dans cette zone, c'est plus que ça à la c'est nous qui régnons là-bas, quoi. C'est nous. Donc, puisque je me garais, j'ai ouvert les vitres, j'attendais que maman finisse. Elle est sortie du véhicule. Le temps que je fais la manœuvre et de bien me garer, je regardais clac, 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 dans le rétroviseur, et j'ai entendu quelqu'un frapper l'arrêt du véhicule. Je sais que c'est un truc pour te distraire, je sais. Et moi aussi, ma bouche. Ton problème, c'est ta bouche. Ça, c'est moi, ça. Donc, le temps de me retourner, le téléphone était là. Je faisais la manœuvre. J'ai vu dans le rétroviseur. La personne frappait par papa. J'ai vu dans le rétroviseur, j'ai vu là. Il n'y avait aucun obstacle, il n'y avait rien. J'ai dit, Fiafito, il faut m'avoir. Et puis, ça a encore frappé. Le temps de me retourner, j'ai dit, Fiafito, mais Dieu le... Ils ont pris le téléphone déjà. Le temps de me retourner, dit. Attends, comment ils ont. Mais allez, je t'ai dit que c'est puissant. Le gars, parce qu'après, j'ai fait la simulation. Je ne sais pas comment la personne. Parce que là, il n'y avait personne là, normalement, sur ma droite. C'est pas à portée de main. La personne, elle s'est penchée comment pour rentrer, je vous jure qu'à ce jour... Non, ça n'a pas ouvert. La personne n'a pas... Et puis, j'avais mon enfant derrière. Mon enfant était derrière, elle était derrière. Le temps que je dise, juste le temps que je dise, mais quel est pour vous dire, quelqu'un m'a trouvé. Je ne me suis même pas rendu compte que le téléphone était perdu. Hein. Et je me suis assise. Personne n'a rien vu. Et j'étais assise là comme ça. Et puis c'était un téléphone bleu, Nokia bleu. Au bout d'un moment, où est mon téléphone? Je vois le téléphone. Je ne peux pas imaginer que ça a été pris. Parce que ça n'a pas fait 5 secondes d'inattention en fait. Je crois que pour les vols à l'arraché, il y a 2 facteurs très importants à prendre en compte. Le premier facteur, c'est l'effet de surprise. C'est l'effet de surprise. Et le second, c'est la violence. Donc, quand vous êtes dans un environnement, il faut surveiller son environnement. Et le cas de la dame dont vous avez parlé... C'est elle-même? Non, la dame qui portait le sac qu'on a coupé. Je pense que quand vous portez les sacs, il vaut mieux les porter en bandoulière. Devant. Voilà, et avoir la partie essentielle du sac vers l'avant ou bien attacher le sac à la taille pour l'avoir à l'avant. Et aussi éviter d'être tout le temps distrait. Éviter d'être tout le temps distrait. Quand vous avez un téléphone, par exemple,
en public et vous avez des oreillettes, il vaut mieux utiliser les oreillettes pour appeler plutôt que d'avoir le téléphone à l'oreille. Surtout au carrefour Déco. Voilà, En puisque voiture. quand vous êtes sur la voie publique avec un téléphone à l'oreille, quelqu'un peut tout de suite vous Il taper arrache dessus. et puis part. En embouteillage, il prend, il part. Les autres te coincent. Que fait qu'on les là, c'est à même ailleurs. Non, mais là, c'est quand les vitres ne sont pas montées. C'est pas fermé. Oui, quand les vitres sont fermées et puis à moto. Parce que les gens sont en voiture, tu es en voiture, et le feu est rouge, tu décroches ton téléphone, ils te l'arrachent. Et il y a de la circulation devant. Et puis, ils s'organisent bien. Un gars à moto, qui est bien là, donc il te calme pas à ouvrir. Il fait comme si ce n'est pas lui, quoi. Le gars, tu vas se défiler, tu cries. Et ils peuvent même t'aider. C'est ton père même peut t'aider, il te dit que yo, il y a passé de l'ombre. Donc toi, tu restes là et puis on passe de l'ombre. 3 semaines en arrière, j'allais chez Firmé au boulot et j'ai pris la voie du Grand Marché là. Il y avait de l'embouteillage. Et on a passé, je crois, j'ai passé 5 minutes dans l'embouteillage. Je suis arrivé chez Firmé au bureau, j'enlève mon sac à dos, je vois, ils ont ouvert. Non mais, ils ont ouvert 2 parties. Heureusement, j'ai rien mis dans les 2 parties. La plus grande partie où j'ai mis l'ordinateur et tout, c'était resté fermé. Mais ils ont ouvert, j'ai montré ça. Ils ont ouvert comment? Le sac? Le sac, Tu étais à moto? J'étais à moto, on était dans les embouteillages au niveau du Grand Marché. J'ai fait 5 minutes dans l'embouteillage. Ils ont ouvert le sac? Oui, le temps de me dégager, d'arriver dans le quartier administratif ici. Ils ont ouvert. Il faut le mettre. C'est pourquoi il fallait mettre ça devant. Il faut privilégier les sacs en bandolière au détriment des sacs à dos. Parce que le sac à dos, ça se passe... Le sac à dos, vous pouvez le porter à l'avant pour éviter l'effet de surprise. Là, vous avez commencé. Non, les gens sont puissants, les précautions. Oui, ils sont très, très puissants. Hein. Je crois que bien avant, il faudra qu'on parle des caractéristiques de ces rôles pour permettre de pouvoir proposer des solutions. Oui. Bon, par rapport au cambriolage, comment ça se manifeste, peut-être parce que l'individu, il a vu la maison, il voit que bon, cette maison peut contenir quelque chose. Et donc, il apprécie tout le contrôle pour voir comment est-ce qu'il pourra intégrer la maison, s'introduire dans la maison. Donc, ce qui fait que souvent, ils ont du matériel à prêter à cet effet, soit de fausses clés, soit des clics pour passer par les fenêtres, ou bien des pieds de biche pour forcer les entrées. Ou soit, s'il n'y a pas de barbelé sur la clôture, ils pourront procéder par escalade et puis s'introduire dans la maison et emporter ce qu'ils veulent. Par rapport au vol à la roulotte, et là, souvent, ils peuvent se permettre de plier les portières et d'avoir accès à l'intérieur, ou soit casser les vitres. Souvent, c'est la plus petite vitre pour réduire le bruit de l'impact. Oui, c'est pour... Donc, ce n'est pas pour nous faire diara, ce n'est pas pour nous réduire le coût de réparation. C'est pour réduire l'impact. Si casse le petit... Voilà. Ou soit crocheter la serrure de la portière côté chauffeur, parce qu'à partir de là, ça agit en même temps sur le verrouillage central. Le central, oui. Et puis, ils arrivent à emporter l'objet convoité. Par rapport au vol à l'arraché, je crois qu'on a déjà parlé de comment ça se manifeste. Alors, par rapport aux maisons, là, les gens sont puissants. Ça ne serait plus dans la nuit. Hein. Je vous raconte l'histoire d'un vol passé récemment en pleine journée, 10h, 11h. Les gars étaient en haut, sur la tôle. Ils ont arraché la tôle, puis ils ont ouvert le plafond. Les voisins pensaient que c'était la dame de la maison qui se faisait réparer son toit. Quoi. En plein jour, en plein 11h. Les gens ont entendu le bruit de tôle, tout ça, en plein jour, sans inquiéter personne, parce que personne n'est à la maison. Je pense que par rapport à la sécurité, il faut dire ceci. Parfois, nous privilégions l'esthétique au détriment de la sécurité. Et nous n'avons rien contre, par exemple, les menuisiers en aluminium. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la plupart des constats, ce que nous voyons, c'est que les portes et les fenêtres en aluminium sont très faciles à casser, à soulever. Quelqu'un qui vient avec une petite pince, un petit levier, il ouvre la fenêtre, il rentre. Il faut que les gens commencent par s'habituer à la sécurité, que les gens privilégient la sécurité. Même si vous avez une porte qui est belle, il vaut mieux la faire protéger par des grilles en fer, par exemple. Et tout à l'heure, elle a parlé aussi de la toiture. Je pense que c'est un élément important.
Vous allez voir un commerçant qui a un grand magasin, qui a des biens combien inestimables à l'intérieur, mais la toiture est déjà partie. On ne prend pas soin de refaire la toiture et il referme le dit magasin avec un cadenas de piètre qualité. Alors que les biens qu'il y a là-dedans, voilà, c'est des biens clair. qui sont très importants. Donc, il faut que les gens privilégient la sécurité à l'esthétique. On peut faire les deux au même moment. Et c'est aussi l'occasion de dire à nos frères qui sont dans la menuiserie aluminium qu'ils peuvent et ils doivent nécessairement introduire dans leur grille de protection des fers qui sont importants. Vous allez voir, aujourd'hui, ils font ça avec des fers de 10, des fers de 12. Quelqu'un vient avec un petit levier communément appelé cric. Et il élargit ça et puis il est déjà dans la maison. Comment vous connaissez les fers de 12 et de 10? Moi, je sais pas. Votre métier, vous... Non, tout le monde sait ça. Moi, je connais les chocolats de 4 carrés. Non, je rigole. Désespérance. Désespérance. Mais à propos de ça, je crois qu'on peut peut-être renforcer. Enfin, quand c'est une maison à étage, par exemple, peut-être au 2e ou 3e, on peut mettre les trucs. Enfin, les trucs en alu là, mais en bas, voilà, mais en bas, surtout en bas, il faut vraiment que ce soit solide. Que ce soit solide, quoi. Il faut qu'on pense à ce genre de choses également. Et il y a aussi un aspect qui revient très souvent. Et vous allez voir aujourd'hui, dans la plupart de nos quartiers, c'est des maisons peut-être en ré, c'est le ré qu'on a fait. Et on a prévu peut-être de construire en haut. Ça veut dire qu'on a un accès en haut par le biais de la cage d'escalier. C'est un chemin qui est privilégié par les voleurs. Donc, quand on construit sa maison, qu'on a une cage d'escalier, il faut prévoir une porte en fer pour la cage d'escalier. En haut. Il faut prévoir une porte en fer. Et de préférence, l'ouverture et la fermeture à l'intérieur, avec des gonds. Voilà, avec des languettes très puissantes, de sorte que le voleur qui se retrouve sur la dalle, puisque généralement la dalle n'est pas éloignée de la clôture. Quand il a accès à la clôture, tout à l'heure, il se retrouve sur la dalle. Si la porte de la cage d'escalier n'est pas fermée, ou bien s'il peut avoir accès à la porte de la cage d'escalier, tout à l'heure, il se retrouve à l'intérieur pendant que vous dormez. Ordinateur, téléphone, clé de voiture, tout ce que vous voulez, c'est parti. Voilà. Donc aussi, il faut que les gens sachent que parfois, nous-mêmes, par notre négligence, nous facilitons la tâche aux voleurs. Ça, c'est vrai. Vous voyez quelqu'un qui rentre, qui gare son engin, et qui prend son téléphone avec les clés de la voiture, il va les laisser sur une table qui donne directement sur la fenêtre. Un voleur qui arrive seulement à ouvrir la fenêtre, il a accès à la clé de la voiture, il a accès à votre téléphone et puis il s'en va. Il vaut mieux, pour ces objets importants-là, de les garder dans le caleçon. Voilà, pas dans le caleçon, mais à côté de soi, sur l'oreiller, par exemple. Voilà. À côté du caleçon. Bonjour le podium. Un instant, j'ai pris 500 francs car je sais que quand je serai grand, je vais rembourser plus que ça. Mais mon père dit que je l'ai volé. Tu as volé, oui ou non? Tu as bien volé même. Oui, mon commissaire, allez-y. Par rapport à cette question, on a défini le mot comme la soustraction frauduleuse. D'un bien qui ne t'appartient pas. Voilà, une fois que ce n'est pas, tu n'as pas obtenu l'autorisation de propriétaire, tu as volé là. Tu as volé. C'est pas parce que tu vas lui rembourser plus que ça demain, tu as bien volé même. C'est du vol. Donc, par rapport au vol, enfin, ceux qui passent par la toiture, je crois qu'il faudra entretenir de bonnes relations avec le voisinage. Voilà. Si vous avez de bonnes relations avec le voisinage, quelqu'un, même si vous êtes à la maison, le voisin peut vous appeler. Ah, il y a le menuisier qui entend. Est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité? Oui, mais c'est réflexe. Mais c'est de oui. Ou alors peut-être dire aux voisins que même quand ils voient ça, qu'ils réagissent parce que la dame a de bonnes relations avec le voisinage et tout le monde était surpris que oh tata, mais laissez-nous, elle avait de bonnes relations. Non, c'est le temps d'alerter maintenant les voisins. Que quand vous voyez des trucs qui vous paraissent peut-être, c'est normal pour vous, réagissez. Oui. Ils auraient pu demander, peut-être sonner pour voir, tata, elle est Yaoundé, tu as besoin au doigt, c'est toi-même qui a. Qu'on ait ces réflexes, que la personne vous dise oui, c'est moi-même. C'est rassurant, quoi. Parce que là, tout le monde était surpris dans le quartier. Oh, on voyait le gars, on pensait que c'est toi-même qui a envoyé. De bonnes relations. Je crois que vous faites bien d'en parler parce que c'est fondamental la collaboration entre cohabitants et puis entre la population et la police. Je crois que quand on est dans un quartier,
la sécurité collective commence par la sécurité individuelle. Si vous-même, vous n'êtes pas en sécurité, c'est que tout le monde ne sera pas en sécurité. Vous voyez des individus qui s'installent dans votre quartier, qui ont l'air bizarres. Vous voyez des gens qui passent, qui font des va-et-vient autour de la maison de votre voisin. Et il vaut mieux alerter, soit le voisin, soit la police. Si on vient et que ce n'est pas un voleur, il ira. Donc, parfois, on est là, on assiste à un vol et puis on ne fait rien. Et après, on se tient la tête en disant, ah, on l'a vu faire, on ne savait pas que c'était son voisin, par exemple. On aurait pu l'appeler. Ah, je vois des gens sur ton toit. Est-ce que c'est toi qui as demandé qu'on déménage ta maison? Parce que c'est arrivé comme ça aussi. Les gens peuvent déménager. Ils sont là, un gros véhicule arrive, le garage est ouvert en pleine journée. On déménage, on ramasse les trucs. C'était les voleurs. Ils ont déménagé la maison. La personne arrive le soir. Ils ont un courage. Quel culot. Indien. Mais là, c'est les gens qui t'observent, qui étudient tes habitudes. Parce que là, dans la maison, ils savaient que la dame, elle part au boulot. Quand elle part le matin, elle ne revient que très tard la nuit. Donc, les voleurs ont étudié la dame, ils savent. Ils savent, donc ils étaient bien à l'aise. Est-ce que ça peut se faire sans complicité? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, c'est les gens du... Ça peut aussi se faire sans complicité. C'est pourquoi il ne faut pas avoir les mêmes habitudes. Il ne faut pas avoir les mêmes habitudes. Il ne faut pas laisser tout le monde connaître votre emploi du temps. Ça ne va pas en votre faveur. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de sortir, on sait que le matin, il sort, il ne rentre qu'à 3 heures. Ça veut dire que sa maison est vide. Donc, il vaut mieux ne pas avoir les mêmes habitudes tout le temps. Et souvent, nous, corps habillés, on a cette expression pour dire que le chemin retour n'est jamais le même que le chemin aller. Moi, le chemin que je prends pour aller au boulot, ce n'est pas le même chemin que j'emprunte pour rentrer chez moi. Il m'arrive d'arriver chez moi et de faire le tour avant de rentrer à la maison pour voir si je ne suis pas suivi. C'est gâté, hein? Voilà. Je crois que ça peut paraître excessif, mais c'est des précautions quand même que nous devons prendre. Voilà. Et vous avez arrêté certains une fois là à l'aide de la caméra de surveillance, je crois. Oui, je crois que c'était l'année dernière, dans le mois de septembre, si j'ai bonne mémoire. Et c'est des jeunes qui sont rentrés dans une boutique, dans un magasin de vente de télévision et de matériel électronique. Et l'un s'est chargé, comme quelqu'un le disait, de faire la diversion. La diversion pendant que la tenancière était occupée à lui répondre. Le second a subtilisé une télévision et des téléphones portables. Télévision? Oui. Comment ça a transporté les télévisions? Puisque les télévisions elles étaient sur le comptoir comme ça, alignées. Et au moment où l'autre parlait à la dame, puisqu'il lui indiquait un truc au fond. Donc la dame a dû tourner pour aller chercher ça. Et pendant ce temps, le second, il a rapidement pris la télévision. Il est sorti de la boutique. Voilà. Et leur troisième attendait sur la moto. Il a récupéré la télé. Il est monté sur la moto et puis ils sont partis. Mais ce n'était pas leur jour de chance parce qu'il y avait une caméra qui était installée à l'intérieur du magasin. Donc avec la caméra, nous avons pu voir leur visage. Et en partant, on a pu voir l'immatriculation de la moto. C'est gâté, c'est gâté. On les a rattrapés. Maintenant, s'il n'y avait pas l'immatriculation, comment est-ce que vous auriez fait? Juste avec le visage. Parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé sur WhatsApp récemment. Une dame qui est rentrée dans un magasin, qui a pris le sac il a pris un sac plein d'argent. Comment vous faites? Nous n'allons pas exposer ici vos tactiques. toutes nos techniques pour retrouver ces gens-là, mais retenez que c'est possible de les retrouver, même si on n'a pas de numéro d'immatriculation d'une moto. C'est une dame, hein. C'est-à-dire que ça ne fait pas un mois. C'est extraordinaire. C'est une dame d'un certain âge. Le soir, on fermait. J'étais dehors. Et puis, il dit, je peux demander le prix des pagnes. Il dit, oui, faites. Il y avait la tata dans la boutique. Mais c'est... Elle va dire, oh, vous avez de jolies pagnes. Et puis, la tata lui montre. Bon, elle m'a dit, à la devanture, qu'elle allait demander les prix. Donc, j'ai constaté quand même qu'en rentrée, on lui exposait beaucoup plus de pagnes. Ce qu'elle avait vu dans la vitrine, elle demandait à en voir d'autres. On sortait des pagnes, des tissus. Je me suis dit, ah, tiens, sans doute veut-elle en même temps en prendre un. Et c'est allé sur les tenues. Que, vous voyez, cette tenue-là, c'est comment on l'enlevait. Et moi, j'avais une autre cliente, là, que je servais. Je servais à l'entrée. Bon, je propose les articles à la cliente et je lui propose une tenue qui venait d'être montrée à la dame là en question. La dame était toujours là. Donc, ils ont quitté l'entrée.
Et ils sont entrés au fond du magasin, en fait, avec la tata. Donc, au moment, j'ai demandé à ma fille de la boutique de me ramener la tenue qu'elle venait de montrer à la dame. Mais elle ne voulait pas bouger, la fille de la boutique, elle ne voulait pas bouger. J'ai dit, non, ramène-moi la tenue, elle m'a dit de venir. Donc, j'y vais. Comme j'avais une autre cliente, je vais rapidement. Et puis, elle me dit, la dame dit, oh, elle ne veut pas baisser les prix. Et puis, je suis venu, je dis, elle veut te faire, c'est la combien, ce pain à combien. Donc, elle dit, oh, c'est le plus bas prix qu'on puisse te faire. J'ai commencé par... Mais je n'ai pas remarqué que ma fille ne riait pas beaucoup. Et puis, au moment, elle m'appelle, j'approche ma tête, et puis elle dit, j'ai entendu, elle veut voler mon téléphone, ou un truc comme ça, quoi. Quand j'ai entendu en même temps, la dame était proche d'un présentoir où il y avait des perles, tout ça. Donc, je suis venu m'arrêter à côté d'elle et je regardais ses mains. Je la regardais fixement. Et elle finit, elle fait son tour, elle fait son tour et puis après, elle part. C'est quand elle est sortie de la boutique que ma fille me dit qu'en fait, elle me disait que la dame a volé son téléphone. J'ai dit, c'est-à-dire que combien quand elle a commencé par demander un peu tout, ma fille avait son téléphone en main. Donc, quand elle devait lui montrer des tenues, elle a déposé le téléphone dans un canapé comme ça, pour avoir les mains libres pour sortir les pailles. Donc, il dit qu'elle a constaté que quand la dame a vu que le téléphone était dans le canapé, elle a quitté son emplacement et elle s'est approchée du canapé où il y avait le téléphone. Donc, ma fille a trouvé un truc qui, c'était bizarre, qu'elle s'approche autant du téléphone. Donc, elle avait vu qu'il y avait le téléphone dans le canapé, ma fille. Donc, mais la dame me dit, oui, le pain, il est en bas, celui qui est en bas. Elle a su qu'il y avait un truc qui n'en est pas, mais comme c'était la cliente, elle s'est baissée. Le temps de prendre le pain en bas, de se lever, elle a vu que le téléphone a disparu du canapé. Et elle a approché la dame pour lui dire, madame, mon téléphone. Et la dame a pris le téléphone qu'elle avait subtilisé entre ses mains, puis et tu as envolé les quoi. Et puis elle a jeté le téléphone comme ça dans le canapé rapidement, et elle est revenue. Et donc c'est suite à ça que la fille m'a appelé, qu'elle a fait quitter un peu la zone où était le téléphone. Elle m'a appelé pour me dire de venir. Surtout que je lui disais de me ramener quelque chose. Elle ne voulait pas laisser la dame seule. Mais c'est quand la dame est sortie qu'elle m'a expliqué que la dame a pris le téléphone. C'est quand elle lui a demandé qu'elle a dit, mais oh ma non, ça, tu allais tout foutre en l'air. Il vaut mieux ne rien te dire. Ça encore, ça va. Hein? Le genre de palabres que tu gères. Je dis, hein, laisse tomber. Excusez-moi, une dame comme ça, par le pur des hasards, bonheureux, bienheureux, que ma fille m'ait dit ça, qu'elle a pu te voler, je devais faire comment? Rien. Oui, je pense que c'est vrai, je n'aime pas ça. Dans ce cas, l'infraction est déjà consommée. Consommée là, l'enfant l'a laissé partir là. Hein? En flagrant délit. Oui, ah oui, flagrant délit là. Puisque, d'aller là. Puisque la personne a déjà, elle a déjà commis l'acte, oui. Elle s'est déjà approprié le bien. Le fait de le ramener, c'est ce qu'on appelle généralement un repentir actif. C'est-à-dire que la personne tente de corriger les conséquences de l'acte. Mais elle va assumer les conséquences. Les faits sont déjà là, les faits sont têtus, et elle sera poursuivie. Même si la victime ne veut pas porter plainte ou ne veut pas... Bon, maintenant c'est ça après. Ici, oui, il faut dire que souvent, dans nos sociétés africaines, on a tendance à privilégier le règlement à l'amiable. Mais il faut retenir ceci. Une infraction, quand il y a infraction, ce n'est plus l'individu, ce n'est plus la victime qui est concernée, c'est l'État. C'est l'État qui est concerné. C'est ça qu'on appelle l'action publique. Donc l'État met en mouvement l'action publique pour poursuivre l'auteur de l'infraction qui, à travers son acte, a troublé l'ordre social. C'est ça. Donc, même si vous venez retirer votre plainte, ce n'est pas une cause d'extinction de l'action publique. L'action continue. Voilà. Souvent, on explique ça aux gens, mais ils tombent des nuits, ils disent, mais comment? Je dis, laissez tomber. On dit, non, ce n'est plus une question ça ne dépend plus de toi. Toi, tu peux partir. Vous n'êtes plus maître de... Toi, tu laisses, mais ça ne va pas tomber. Du destin de l'auteur de l'infraction. C'est l'État qui décide de ce que... Donc, par exemple, que ma fille m'a dit dans la boutique, là, quand la dame était encore là, que tata, elle dit, oh, la fille a crié. Moi, j'aurais été, je dis, yo, tata, comment tu as pris mon téléphone comme ça? J'aurais crié en même temps, et puis la fête est gâtée. Si la fille avait fait ça et que j'avais su, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Appeler la police. Appeler la police? Oui, appeler la police rapidement pour que la police puisse arriver. Maintenant, comme il y a caméra de surveillance, si je reçois l'image là, ou bien c'est déjà passé, il y a prescription? Non. Non, tout de suite, là, si on prend les images, on peut chercher la dame là. Oui,
Oui, je crois que c'est ça l'enquête en préliminaire. C'est-à-dire que c'est une infraction qui a été commise il y a longtemps. Voilà, ça ne va pas un mois, t'inquiète pas. Ça ne rentre plus dans le cadre du flagrant délit, mais une enquête sera ouverte en préliminaire. On va mettre la main sur l'auteur de cet acte-là. Ok, madame, tu as bien fait ça la fois dernière là. Bon, tu as recherché, d'accord? Non, mais sérieusement, quoi? On parlait justement des caméras, là. Je crois que les caméras, pardon, pas les camarades. C'est pas les camarades. Les caméras aident à retrouver les voleurs, protègent aussi. Mais est-ce que c'est pas cher? Bon, vous n'êtes pas les commerçants. De plus en plus, quand même. Mais vous conseillez quand même. On a la possibilité. Même si individuellement, on ne pourra pas obtenir une caméra, on pourra s'associer. Voilà, si vous voyez que vos domiciles, bien vos boutiques, vous avez des boutiques dans un secteur et qu'une seule caméra ou bien deux caméras peut vous permettre de surveiller les entreprises, de surveiller tous les angles, toutes les boutiques. Vous pouvez vous associer pour installer des caméras. Voilà, cela dissuade un peu parce que l'individu en venant, il sait qu'avec la caméra, là, on peut l'identifier, on peut le rechercher. Déjà, ça le dissuade. Maintenant, une fois l'acte commis aussi, cela permettra de pouvoir le rechercher, de l'interpeller, de poursuivre l'enquête. Alors, et pour éviter aussi des intrusions dans la maison, pour la dame, pour le toit dont je vous parlais là, bon, ça a rehaussé le mur, ça a mis des barbelés. Mais les gens, ils continuent toujours, puisqu'il y a toujours, ils continuent, les voleurs trouvent aussi des alternatives pour... on peut mettre l'électricité dans les barbelés, c'est autorisé, non? Est-ce qu'il y a une autorisation à prendre chez vous? Comme ça, la personne touche, c'est carrément, on va venir le trouver sur le mur. Je crois que tout le monde... On peut électrifier, non? Oui, on peut électrifier. Et je crois que ça se passe avec une autorisation. Et il faut préciser sur les barbelés qu'ils sont électrifiés. Voilà. Oui, parce que quand vous ne le faites pas, vous pouvez être accusé. Oui, c'est vrai. Après, on met danger. On met le signe dedans. Voilà, pour que la personne... On prend une autorisation à votre niveau ou bien comment... Est-ce que vous connaissez un peu la procédure? Je ne connais pas exactement la procédure, mais on pourra se renseigner. Mais je voudrais revenir un peu sur l'apport des caméras dans une enquête. Et il nous est arrivé très souvent de venir sur des lieux, des scènes de crime. L'infraction est déjà consommée, on a déjà volé, la caméra elle est là, mais le DVR, c'est-à-dire que le matériel d'enregistrement a été emporté par les voleurs. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, donc ceux qui installent les caméras doivent sécuriser le matériel d'enregistrement. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, c'est-à-dire la caméra qui est dehors, c'est pas ça qui est important. C'est le matériel de sauvegarde. C'est comme un disque dur externe. Donc, quand par exemple, la personne vient, la caméra l'a déjà filmé, elle est rentrée, elle a pu mettre la main sur le DVR, c'est fini. Ça devient impossible de le retrouver. Donc, il faut que les gens se le mettent dans la tête. Il faut sécuriser, c'est un bien précieux. Vous devez sécuriser ça, parfois même le cacher à un endroit où le voleur ne peut pas le retrouver. On a assisté comme ça à un cambriolage d'une microfinance en allant vers Aneho, je crois. Je ne me rappelle plus trop bien du nom du quartier, mais ils sont venus dans la microfinance, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés et au moment de repartir, le DVR était juste sur le mur. Ils ont juste pris ça, ils ont débranché les fils et puis ils sont partis avec. Donc ça devient difficile, il faut sécuriser ce matériel-là. Est-ce que c'est possible sous nos cieux d'installer les caméras de surveillance aussi bien pour nos boutiques que pour nos maisons? Puis qu'il y a des caméras, tu as les notifications sur le téléphone. Oui, sur ton téléphone, tu peux suivre. Oui. Mais est-ce qu'il est possible de raccorder ça à un commissariat, à un poste, je ne sais pas. Ça va être compliqué, c'est peut-être compliqué. Le nombre de... Il a dit, là. Je pense la journaliste spécialisée de la police nationale. C'est quoi la fin là? Je pense que pour vous-même, ça va être un peu compliqué parce que ça voudra dire que vous allez nous donner accès à votre vie privée. Ça veut dire que vous allez voir tout ce que je fais. Voilà. Donc, bon, quand tu as la vie privée, j'ai à couvrir. Voilà. Non, sérieusement, c'est... À propos des précautions à prendre également, j'ai failli être victime, pas moi directement. Je vais dans une boutique et une dame me suit. Ouais. Du coup, une jeune fille, hein, la dame, la commerçante, a cru qu'on était ensemble. Okay. Moi, j'allais faire un achat. Et la dame entre avec moi, mais il y avait un banc à l'entrée, elle s'est assise là,
Et je crois qu'elle guettait un moment pour pouvoir voler. Et vu que nous étions rentrés presque ensemble, la dame a cru qu'on était ensemble. Yes. Mais à un moment donné, je crois qu'elle a déjà été victime d'un truc pareil. Et puis elle me dit, mais vous êtes ensemble? Voilà, j'ai dit non. Elle demande à la dame, et qu'est-ce que vous voulez? Et la dame lui dit qu'elle veut me parler. Alors que je ne la connais même pas. Et je dis, vous voulez me parler? Ben, je ne vous connais pas. Et du coup, la commerçante a compris. Elle a compris. Elle a dit, sortez d'ici tout à l'heure. Et même quand vous rentrez dans une maison et que quelqu'un vous suit, ou bien par exemple, Dan vient chez moi et que quelqu'un le suit, il faut que je demande, que j'ai le réflexe de demander à Dan, est-ce que vous êtes ensemble? Voilà, il y a ces petites mesures. Il ne faut pas qu'on ait des a priori positifs comme ça tout le temps. Ça aussi, j'ai... C'est Agbeto qui traumatise Agbeto comme ça. Et parfois, vous voyez, tu parlais de la dame tout à l'heure, des jeunes, enfin des personnes insoupçonnables, quoi. Mais qui peuvent être des... Mais à la fin, j'étais trop choquée, quoi. C'est une dame, et puis c'est une maman, quoi, une dame, mais bien, c'est extraordinaire. Oui, elles sont nombreuses comme ça. Moi, j'ai déjà suivi une scène comme ça au grand marché. C'est une dame bien habillée, qui est venue dans la boutique. Elle dit à la tenante de la boutique qu'elle vient chercher sa monnaie, qu'elle était venue acheter quelque chose il y a quelques jours, qu'elle vient chercher sa monnaie. La dame dit qu'elle se souvient. Elle dit, mais oui, j'ai acheté. Elle insistait. Et au moins, la dame a crié, oh, que tu es bien habillée comme ça, tu viens voler. C'est à ce moment qu'elle est partie. Mais est-ce que parfois l'occasion, je ne vais pas dire faire le larron, mais est-ce que l'occasion pousse les gens à voler parce que vous n'avez pas pris des mesures assez solides? Est-ce que ça peut amener les gens qui n'avaient pas l'intention de voler au départ, des fois, tu peux laisser le téléphone. Il faut être disposé. Il faut être disposé. Sinon, oui, monsieur commissaire Kofi. Oui, on peut dire que l'occasion peut pousser quelqu'un à commettre. Peut-être que la personne est de passage, la porte d'entrée est ouverte, elle va jeter un coup d'œil, voir s'il n'y a personne. Il y a un téléphone là-bas. Et puis, peut-être la personne va dire à go, excusez, personne ne répond, puis elle rentre, puis prend ce qu'elle a. La personne voulait voler. Oui, il faut dire qu'à la base, c'est quelqu'un qui... Parce que... Pas forcément. Nous avons reçu aussi une bande vidéo comme ça. Il y a deux jeunes qui étaient de passage. Donc, c'était en pleine nuit. Les caméras les suivaient. Donc, arrivés à côté d'une boutique, ils ont vu que les mesures de sécurité n'étaient pas respectées. Donc, ils avançaient, puis après, ils sont revenus sur leur pas. Et puis, ils sont entrés, ils ont emporté ce qu'ils ont emporté. Et puis, après, ils sont partis. C'était la caméra d'une autre... Voilà, d'un voisin qui a filmé... Ils sont pas disposés. C'est ça, c'est ce que il cherchait à voler. En fait, comme il passait, excusez-moi, par exemple, mais comme il passait là, est-ce que la caméra a lui dans leur tête pour savoir qu'il ne vole pas? C'est les gars qui passaient, ils disaient, et puis il marchait comme s'il n'allait pas voler, et puis il voit le truc, il dit, il y a les filles, il y a filles. Non, même s'il y a des mesures pour décourager, même si monsieur disait ça, pas ça dans leur tête, c'est des gens qui sont prédisposés à voler. C'est des voleurs là. C'est des gens qui volent. C'est-à-dire, c'est des gens qui touchent. Si tu ne voles pas, tu passes devant un magasin qui n'est pas... Est-ce que toi, ça ne va pas te passer par la tête, c'est vrai. Si toi, tu passes devant ce magasin, ça ne va pas te... Tu rentres dans une... passer par la tête. Tu rentres dans une boutique. Si tu n'es pas de venir prendre ce qui t'appartient. Tu rentres dans une boutique, il n'y a pas le vendeur, n'est pas le vendeur sorti. Il y a son téléphone comment sur le comptoir et puis il y a l'argent sur le comptoir. Là, le vendeur est dehors. C'est vrai, tu vas prendre ça au radio. Non, c'est là où l'éducation de base... C'est ça, on dit. Donc, c'est des voleurs. Mais ce ne sont pas forcément des voleurs. Ah, c'est ça qui est voleur. Je suppose. On ne dit pas le contraire, on dit que c'est des gens qui sont voleurs. Non, c'est vrai. C'est là où l'éducation de base est primordiale. Quand ton enfant rentre à la maison avec ce qui ne lui appartient pas, tu ne sais pas comment il a fait. La gomme, le crayon, le stylo. Et tu ne lui demandes pas de rendre. Ramener. Un jour, il a volé un œuf, il volera un bœuf. C'est clair. Parce que pour lui, c'est tout à fait normal de rentrer dans une boutique parce qu'il n'y a personne de prendre ce qu'on veut. Et puis même des fois, quand vous remarquez ce genre de truc, que la personne n'a pas pris des précautions, vous pouvez lui dire, mais le téléphone que tu as laissé là, c'est pas prudent. Oui. Ou bien même moi, des fois, si c'est en famille ou bien c'est des gens que je connais, par exemple à des fêtes, les gens s'oublient rapidement, ils laissent le téléphone là, il va prendre à manger ou bien il va danser. Tu peux prendre le téléphone, tu le gardes, quand la personne vient, tu lui donnes, tu dis, ben, tu avais laissé le téléphone là, c'est pas prudent. Voilà, parce que vous pouvez penser surveiller, mais à un moment, ça va vous échapper, quelqu'un va prendre ça. C'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'on ne peut pas savoir qui est voleur ou pas, qu'il faut prendre certaines mesures, certaines précautions.
Et vous voyez, j'ai été appelé la semaine dernière, et je ne me rappelle plus du jour, vers 2h ou 3h du matin, comme ça. Tu faisais quoi la nuit? Non, je dis appelé parce que je dormais quand la personne m'a appelé. C'est un parent qui m'a appelé parce que, au téléphone, parce qu'elle s'est fait voler sa moto. Et je lui pose la question, comment ça s'est passé? Elle dit, la moto était dans la cour. Pourquoi tu n'as pas fait rentrer la moto? Elle me dit, oui, quand on fait rentrer, il y a l'odeur du carburant qui dérange les enfants. Bon, vous avez dépensé 600 000 francs pour acheter une moto et vous la laissez dans la cour de la maison et vous rentrez, vous dormez. Il n'y a pas de chien, il n'y a personne, il n'y a pas de vigile. Et vous rentrez, vous dormez. Il n'y a pas de cardinal non plus. Voilà, donc il y a certaines... Ce n'est pas de la provocation, mais nous-mêmes, on offre une occasion en or aux voleurs. On leur facilite la tâche. Des fois, on a comme l'impression que les gens, ils font la ronde tout le temps pour guetter le jour où tu laisses. Parce que tu te dis, pourquoi je laisse jamais, mais pourquoi c'est aujourd'hui, j'ai laissé, ils ont pris. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Ils passent tout le temps. Des gens sont là, c'est pourquoi on dit... Ils rôdent tout le temps. Quand vous voyez des gens qui rôdent dans votre quartier, qui ne ressemblent pas à des habitants du quartier, il faut les signaler. Parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire que de voler. Ils sont là, ils tournent dans les quartiers, ils guettent les occasions. Et la nuit, ils passent dans les maisons. Et quand vous oubliez un peu... Il faut savoir qui fait rentrer chez soi. Par exemple, les vendeurs ambulants, vous voulez acheter quelque chose, il va rentrer, venir s'asseoir, ou alors ceux qui font les chaussures. Des fois, c'est des gens qui sont là pour enquêter aussi. C'est des vendeurs ambulants dans la journée, mais des voleurs dans la nuit. Voilà. Donc, ils viennent, ils voient le plan de la maison, ils savent par où avoir accès à la maison. Et l'autre aspect que nous n'avons pas évoqué, que je trouve important aussi, c'est souvent nous construisons des maisons et nos voisins ne sont pas encore là. C'est-à-dire que le terrain d'à côté est un terrain vide. C'est des points de passage privilégiés. Voilà. Donc quand vous avez votre voisin qui a une clôture vide, qui est en chantier, il vaut mieux sécuriser votre clôture, élever les murs de la clôture, mettre des barbelés pour éviter que les gens aient accès facilement à votre maison. Est-ce qu'on peut voler sans le vouloir? Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est prévu dans le code pénal que quand quelqu'un vole sans le vouloir, on dédouane. En ce moment, ce n'est plus un vol. Ce n'est plus un vol. Ce n'est plus un vol, mais c'est une erreur. Je prends juste un exemple. Si j'ai le même téléphone de la même couleur que mon ami Daniel, qu'on est assis à la même table, et qu'au moment de partir, je pensais prendre mon téléphone, et j'ai pris son téléphone. Et tu as pris les deux? Non, là encore, c'est un problème. Quand vous prenez les deux, là, mais si j'ai pris le téléphone de Daniel et que j'ai... Voilà, c'est clair, ça s'entend. Ce n'est plus un vol. Mais là, il va falloir le prouver. En ce moment, il va falloir prouver que vous étiez vraiment en erreur et que vous n'avez pas fait intentionnellement. J'ai laissé mon téléphone. Donc... Oui, non, c'est pas peut-être parce que... Voilà. Mais j'ai oublié que j'avais... Et je reprends celui de Daniel. C'est même pas ça. Comment le prouver? Parce que le téléphone de Dan n'est plus neuf que le mien. Ça peut être ça aussi. Je voulais le prendre. Oui, ça peut être ça, mais retenez que l'infraction, il y a 3 éléments constitutifs de l'infraction. Il y a souvent l'élément légal, c'est le test qui prévoit l'infraction. Ça peut être un article du code pénal, etc. C'est ça l'élément légal. Il y a l'élément matériel qui est l'acte positif, c'est-à-dire le fait de soustraire le téléphone de Daniel. Et le dernier élément qui est non moins important, qui est même souvent l'élément le plus capital, déterminant, c'est l'élément intentionnel. Mais comment le savoir? Qu'on appelle souvent l'élément moral. C'est lui qui est difficile à prouver, mais il est le plus important. Parce qu'il faut qu'on sache au moment de la commission de l'acte, est-ce que vous aviez l'intention de vous approprier? Et l'intention, là, on le voit, on ne sait ça que par rapport à ce que le voleur dit. Oui. Alors que le voleur ne dit jamais la vérité. Non, le voleur ne dit jamais la vérité, mais on a des moyens de le confondre. C'est-à-dire, est-ce que c'est prémédité, c'est ça? Oui, si c'est prémédité, si c'est réfléchi, si par exemple vous aviez vraiment l'intention de voler ça, si c'était le vol qui... Ça a été planifié ou pas? De voler ou de nuire à la personne. personne. Peut-être comme nous le disons, la personne a son propre portable dans le sac et puis après a pris le portable de son ami. Arrivé à la maison, tu as constaté ça. Il faut rappeler ou bien il faut chercher à lui ramener. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, là, c'est qu'il y a une intention. Peut-être au moment de l'action, tu n'as pas voulu, mais après... Tu as cherché à lui, tu t'es rendu compte, mais tu n'as pas cherché à réparer. Donc l'intention, là, on peut à partir de là pouvoir sortir cette intention.
Maintenant, par rapport au cambriolage aussi, je voudrais revenir sur un aspect. Des fois, nous commettons l'erreur de garder nos biens précieux à la maison. Soit nous sommes habitués à ça, on ne pense plus que c'est tellement précieux que ça peut attirer la convoitise. Maintenant, il y a des visiteurs que nous recevons, il y a des amis qui peuvent devenir des complices, aller voir quelqu'un. Ah, dans cette maison, il y a ceci, il y a ça qui est ici. Et puis, après, les voleurs peuvent venir nous nuire par rapport à ça. Donc, à nous de savoir... on va regarder les choses là où, si ce n'est pas chez nous. On fait comment? Des fois, il y a certains qui ont des coffres ne à pas la maison pour exposer. garder les... C'est l'argent, toujours risqué. Pourquoi ne pas garder ça à la banque? Voilà. Daniel vient de parler des coffres forts. Je pense que c'est une alternative. Ce que tu vas mettre dedans, si ce n'est pas plus précieux que le prix du coffre. Mais là aussi, il y a un problème par rapport au coffre fort. Il faut savoir choisir le coffre fort selon les biens que nous avons. Et aujourd'hui, il y a des coffres forts roulants. Quand vous l'avez dans la chambre, il vaut mieux le fixer. Parce que quand il est roulant, ça veut dire que si quelqu'un peut le pousser tranquillement, voilà. Donc, il vaut mieux le fixer. Ça sert à rien. Nous avons assisté à des constats. Il y a des choses, vraiment, quand on vous le dit, vous allez tomber des microfinances qui ont des coffres forts, de piètre qualité, et qui n'ont pas pris le soin de bien les fixer avec du béton ou du ciment. Et le voleur vient là, il donne un coup de pied à... je ne sais pas, à la grille de protection qu'ils ont faite et puis ils enlèvent le coffre et partent. Purée. Donc il faut sécuriser ces coffres forts quand on les a. Il faut les mettre à un endroit qui sera difficile d'accès aux visiteurs. Voilà. Oui, donc ne pas peut-être, comme vous dites, exposer les signes ostentatoires de biens précieux à la maison et recevoir des gens. Oui. À la maison. Sous nos cieux, on n'a pas encore l'habitude des tableaux de valeur. Tout ça, voilà. Sinon on en arracherait. Voilà. Sinon, ne pas exposer. Bon, je parle des tableaux parce que... un tableau de mettre dans un coffre. Oui, je parle des tableaux parce que ça, on ne peut pas éviter de les accrocher à la vue des gens. Mais vraiment, quand on a des domestiques également, faire gaffe aux domestiques. Que le domestique, ou alors les gardiniers, cuisiniers, ou alors autres cousins, ne sache pas forcément que je rentre à la maison tous les soirs avec les 2 millions du commerce, ou bien que je planifie de voyager, que généralement quand je voyage, j'ai mes 100 millions sur moi à la maison. Je ne sais pas quoi. Finalement, il faut craindre tout le monde jusqu'à il faut craindre soi-même. On va faire comment? Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de vol alors? Avant d'aborder cet aspect, on va faire un crochet sur les vols à la roulotte. Voilà, pour voir comment ça se manifeste aussi. Voilà, donc par rapport à ça, souvent, c'est aussi les objets qu'on voit dans les sacs, les portables, les ordinateurs ou nos téléphones que nous déposons sur le siège ou bien à la vue de tout le monde. Voilà, donc quand nous avons nos sacs comme ça, c'est mieux de les garder dans le coffre. Et bien, dès que nous descendons du véhicule, il faudra les emporter. Éviter de les laisser apporter au regard de tout le monde. Tout de suite, là, même vous allez garer la voiture, il va venir vérifier, voir si vous l'avez emporté ou pas. Et peut-être même chercher à forcer, voir si vous ne l'avez pas caché quelque part, même pas caché l'objet là quelque part. C'est pour lui. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle, voilà. Il est dans son rôle. Donc, voilà, ce sont ces objets-là qui attirent la convoitise des voleurs. Donc, une fois que nous sommes à les sacs sur les banquettes arrière, sur le siège avant, le téléphone exposé, tout ça, oui, il faut tout ça, là, donc il faudra qu'on fasse attention. Il faut aussi ajouter que quand vous avez un véhicule, il faut éviter de le garer dans des endroits non éclairés, sans surveillance. C'est pas ça seulement qui... Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a des appartements, des gens qui louent des appartements, il a une voiture, mais il n'a pas de garage. Donc, il garde sa voiture devant la maison, il ne prend aucune précaution, il ne met pas l'alarme, par exemple. Et des voleurs qui viennent, qui touchent, généralement, ils touchent d'abord. Ils touchent le véhicule pour voir si ça va crier. Ça ne crie pas forcément. Et quand ça ne crie pas, il commence par tirer un peu plus fort et il va jusqu'à briser la vitre pour avoir accès au véhicule. Souvent aussi, ce n'est pas forcément parce qu'on expose les biens, mais c'est parce que le véhicule est quelque part où on peut rapidement avoir accès. Il va fouiller, voir si entre-temps... Et puis je pense que les propriétaires de véhicules, il faut qu'on réfléchisse autrement. Parce qu'il y a des véhicules aujourd'hui, c'est quand vous les ouvrez, quand vous avez à ouvrir ça, sans enlever l'alarme, que ça crie. Mais quand on brise la vitre, ça ne crie pas. Donc, il y a beau avoir l'alarme dedans, mais les gars, ils brisent la vitre et puis ça ne crie pas forcément. Et
quand vous parlez des véhicules que l'on gare dans les endroits sombres, il n'y a pas que là-bas. Les véhicules ne sont à l'abri nulle part. Vous imaginez que sur les pavés du boulevard de la Cara, en face pratiquement de chez Servet, là, sur ce pavé-là, ces pavés, mais ambiancés, vers 14h, 15h, on a dépouillé une 4x4 de ces rétroviseurs garés sur les pavés en plein jour, hein, devant une maison comme ça. On l'a dépouillé. Oui, même il paraît que devant chez lui. Même devant la maison de Servet, je crois qu'il y a un collègue, on était venu pour... On a volé son nom. Il a failli être victime de vol parce que notre chance, c'était l'agent de sécurité qui est en face de la pharmacie de Bossimé là-bas, qui voyait des jeunes toucher le véhicule du collègue et rapidement, il nous a alertés. Le temps de sortir, il avait pris la fuite. Voilà. Ils ont enlevé les rétroviseurs en plein jour. Mais ils ont enlevé plein de trucs sur le véhicule en plein jour. Le voleur a le cœur, une voiture de policier. Est-ce que c'est... Ces voitures de colonel, ils ont enlevé les rétroviseurs et tout ça. RTG. Nul n'est à l'abri. RTG, je vous promets, RTG. Non. FAT. Est-ce que c'est Il a mis on a mis FAT sur la plaque, il y a FAT. Non, c'est pas un plaque verte. Ils ont mis FATA. Les gars ont enlevé en plein jour, là. En plein 14h. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, depuis, je ne sais pas s'ils savent, je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais ça a diminué. Et je ne révèle pas quelque chose. Mais les policiers, ils connaissent un peu les endroits et les réseaux. Voilà, ils ne vont peut-être pas le dire, mais ils savent. Voilà, ceux qui agissent ici, etc. Mon commissaire, par rapport à la situation que vous venez de décrire, la voiture de votre confrère qui était sur le point de subir des dommages, si c'est que le jeune avait réussi, le gardien l'a vu, mais ne nous avait pas alerté. À votre sortie, vous constatez le dégât et dit ouais, c'était un jeune, je les ai vus. Exomé, le gardien va partir. Est-ce que le gardien aura des problèmes? Claire. La loi est claire. Pas forcément parce que c'est la voiture d'un policier. Oui, si tu assistes, on vole quelque chose, tu n'agis pas. De répondre de manière directe et générale. La loi est claire, la faute pénale, elle est personnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous imputer la responsabilité du vol que quelqu'un a fait. Mais il y a aussi, la loi prévue la complicité, par exemple. Il y a la complicité, il y a la coaction, le fait de fournir des renseignements à quelqu'un ou bien de lui fournir des moyens pour que la personne puisse opérer peut constituer des éléments qui vont aller contre la personne. Il y a aussi le fait de ne pas dénoncer des criminels tout en sachant très bien qu'ils le sont. Vous êtes aussi poursuivable. Non, si le gardien... Moi, ça m'est arrivé, on a pris, ils ont cotisé pour mon téléphone. Quand on a pris le téléphone dans la voiture, je vous racontais là. Après, quand je suis sorti, je cherchais mon téléphone. Donc, j'ai constaté, quand j'ai constaté que le téléphone avait disparu, donc je suis resté zen après, mais je regardais l'environnement. Et je voyais qu'il y avait des jeunes qui me regardaient beaucoup, ils me regardaient. Après, je suis sorti, fait comme je cherchais. Vous savez, même qu'ils m'ont demandé, tu cherches quelque chose? Je dis oui, là. Mon téléphone vient d'être volé dans la voiture. Et puis ils disent, oh, c'est quand on t'a frappé le véhicule par derrière là que les gens ont pris. Mais on va son téléphone a aussi joué. Mais c'est pas vrai. Il dit, non, fier pour mine, on était ici, on les a vus prendre. Et vous ne m'avez pas informé. Il dit, ah, mais ça va s'y amener l'eau. Il dit, très bien. Donc ceux-là, ils tombent sur le coup de la loi aussi. C'est des complices. Bon, je crois que pas forcément, mais en tout cas, à partir de cela peut permettre d'ouvrir une enquête et de situer maintenant les responsabilités. Peut-être qu'ils peuvent être des complices. Comment est-ce que vous voyez les gens, quelqu'un, non-assistance à personne en danger, vous voyez quelqu'un être agressé, ne vous diront rien. Vous voyez quelqu'un être agressé et vous ne réalisez pas, vous laissez, on commet le forfait. Après, vous ne vous taisez pas, vous lui dites que oui. Et vous décrivez même comment ça s'est passé, mais vous étiez assis, passif. Le test va frapper. Au grand marché, je pense, ils connaissent. Commissaire Kofi, ils se connaissent. Les faits là sont vraiment récurrents. Des fois même, peut-être si quelqu'un vous aime, il va vous dire, bon, pour les voler à l'arraché, il va vous dire, faites attention, il y a des gens qui vous suivent. Ils se connaissent. Mais souvent, ce sont les riverains, ceux qui sont là et qui les connaissent, qui ne disent rien. Parce qu'ils se connaissent, ils savent qu'eux aussi vivent de ça. Ils ne vont pas vous le dire. Mais vous n'allez pas leur imputer ça. Bon, si c'est grave.
Si c'est grave et que vous voulez vraiment qu'on procède, qu'on ouvre une enquête, là, en ce moment, on va les inviter. On va les inviter. Maintenant, avec les enquêtes de voisinage, on saura vraiment si lui, là, il est complice. Peut-être qu'il peut voir, on peut lui faire signe. Et lui aussi va se taire bien, il va leur faire signe. Bon, il est complice ou pas. Donc c'est à partir de l'enquête maintenant, on va situer le degré de responsabilité de chacun. Je pense que parfois aussi, justement c'est la peur des représailles. Parce que la bonne dame qui est en face, qui les voit voler, sait très bien que si elle les dénonce sur le champ, elle fera l'objet de représailles plus tard. Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas dénoncer. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas les dénoncer. Il vaut mieux les dénoncer et nous pouvons accorder la protection à cette personne-là. Comme le commissaire l'a dit, parfois, ils vous le disent, mais pas directement. Voilà. Ou alors, des fois, vous passez, il y a des commerçants qui vous appellent avec insistance. Quand vous allez, ils vont te dire, en fait, c'est parce qu'on te suivait que je t'ai appelé. Donc, il faut rester là un peu, et puis après, tu pars. Bien, tu fais attention. Il ne te dira pas c'est qui exactement, mais... il vous dit ça. Donc quand vous allez marcher, que les bonnes dames vous appellent. Oh, des fois vous allez au marché. Vous voyez, c'est bien dégagé. Puis à un endroit, il y a un petit embouteillage. De toute façon, il faut faire attention. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Il faut faire très attention. Alors, mon attention. commissaire, ma femme m'a demandé 300 000 francs. Je lui ai remis 100 000. Mais elle a pris 300 000 dans mon tiroir sans mon avis. En voulant réclamer, elle avance que ce qui est à moi est à elle. On est mariés. Mais mon agence, c'est mes jobs. Demandez au commissaire pour nous quoi faire. Tu as 300 millions, on te demande, tu donnes 100 000. C'est forcé. C'est infraction. Non, c'est pas parce qu'il y a 300 000. C'est pas parce que le monsieur a 300 000 que la dame lui demande 300 000, il doit lui donner. Il a un programme. Quelle estime heureuse encore qu'on lui a donné 100 000. Alors, elle fait quoi? Il fait quoi? Le monsieur, il fait quoi? Alors, d'abord, je pense que c'est des faits qui sont récurrents. C'est aussi l'occasion de dire à nos épouses que ce n'est pas... Oh, les épouses, dis à nos conjoints. Bon, à nos conjoints que ce n'est pas forcément ce qu'on demande qu'on peut donner. Voilà. Mais dans ce cas, pour être... voilà, pour être un peu plus concret, dans ce cas, comme on l'a dit, ils sont mariés et il n'y aura pas de peine de prison. Mais il peut s'y aller. Oui, mais ce monsieur, sur le plan civil, peut demander la restitution de son bien. Mais la femme ne sera pas emprisonnée. Non, elle ne sera pas emprisonnée. Voilà. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas infraction, il n'y a pas vol en famille, comme ils l'ont expliqué au début, il faut comprendre. Bien encadré. Oui, il faut comprendre quand même. On ne dit pas qu'il n'y a pas vol, on dit que les enfants ou l'un des conjoints ne peut pas faire la prison pour avoir pris le bien de quelqu'un. Voilà. Mais, tu es tenu de restituer le bien que tu as pris. Sur la demande de la victime. C'est civil, mais ce n'est pas pénal. Voilà. Ce n'est même pas valable pour tout. Ça dépend de ce que vous avez. C'est pourquoi je disais à l'entame que les immunités familiales sont encadrées par des garde-fous. Ce n'est pas un boulevard pour tout faire. Ce n'est pas un boulevard. Donc ça veut dire que, d'abord, ça ne concerne que certaines catégories d'infractions contre les biens, notamment le vol, l'abus de confiance. Par exemple, si vous tapez votre père, vous n'allez pas évoquer l'immunité familiale. Comment? En ce moment, c'est violence volontaire. Voilà, ça ne concerne pas les immunités familiales. Maintenant, également, pour les immunités familiales, la personne victime, sur sa demande, peut réclamer au civil la réparation du dommage qu'il a subi. Voilà, il faut que les gens le sachent. Alors, pour le marché... Ce qu'on doit faire. Quelqu'un confirme aussi que pour le marché, les gens se taisent par rapport aux représailles. Si vous êtes au marché, vous comprendrez. Ils sont très dangereux. Bah ouais, c'est pas faux. Alors on continue, on va descendre tout doucement avec les dispositions à prendre surtout. Donc, par rapport aux dispositions, aux mesures de sécurité, bien conseil à donner. Et dans ces cas, on pourra, disons par rapport au cas de cambriolage et de vol à la roulotte, il y a des dispositions qu'il faudra prendre. Maintenant, pour les cas de vol à l'arraché aussi, il y a des dispositions. Quand on est victime de ce cas de cambriolage, bien du vol à la roulotte, nous commettons souvent l'erreur tout de suite de crier et d'inviter tout le monde pour venir voir ce qui se passe. Et le temps que la police n'arrive, c'est que les gens sont déjà arrivés, ils ont effacé les traces et puis l'enquête devient en ce moment difficile. Donc dès que vous êtes victime, appelez immédiatement la police pour que la police vienne faire le procédure. Pour qu'on ne suive pas les lieux du crime. Voilà, exactement, la scène du crime.
Et donc, après cela, donc, ce qu'il y a lieu de faire, on vous le dira. Maintenant, pour les cas de vol à l'arraché, je crois que pendant que le vol se commet, pendant que le fait se commet, si vous avez la possibilité de crier, vous pouvez crier. Ou bien juste après, vous pouvez crier, même si on ne pourra plus récupérer, ou bien tu ne pourras pas récupérer l'objet, qu'on puisse au moins poursuivre ceux-là qui ont posé l'acte. Maintenant, il ne faudra pas forcément vouloir résister. Parce que si ils ont peut-être des machettes ou bien des objets contondants, ils peuvent tout de suite vous blesser. Donc, vous vous mettez comme cela en danger. Maintenant, une fois que c'est déjà fait, beaucoup perdent le réflexe de faire des déclarations de vol, de perte. Donc, ça fait que peut-être plus tard, c'est quand l'objet ou bien les objets sont retrouvés maintenant qu'ils vous appellent « Ah, entre-temps, j'ai été victime de vol, mais je n'ai pas fait la déclaration, qu'est-ce que je peux ?» C'est compliqué dans ce cas. Ah donc, attendez, si je ne fais pas, par exemple, j'ai un objet particulier qui est perdu, qu'on a volé, je n'ai pas fait de déclaration de perte. Quand, par exemple, à la télé, j'apprends qu'on a démantelé un réseau, qui a volé ci, qui a volé ça, ce sera compliqué pour moi d'aller dire que ça, c'est pour moi. Parce que je n'ai pas fait de déclaration de perte à la base, c'est ça? Parce que tout le monde peut aller dire que c'est pour lui. Maintenant, si vous n'avez rien qui prouve que tel jour, à telle heure, vous avez été victime d'un vol et que vous avez perdu tel objet, c'est difficile que le jour-là, vous vous présentez que ah, ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui le prouve? Là, c'est tellement compliqué. Donc, il faudra tout de suite appeler la police, faire une déclaration de vol. Qui coûte pas 5 000, non? Non. Parce que quand tu paies, moi, c'est compliqué que de me voir voler quelque chose et d'aller au commissariat qu'on me dise de faire déclaration 5 000. C'est pas 5 000, non? Ça coûte combien? Non, on ne pourra pas dire exactement combien la déclaration coûte. Et généralement, le plus important, ce n'est pas seulement le papier même qu'on vous délivre, c'est le fait de déclarer à la police. Mais ce qui empêche les gens, ce qui dissuade les gens d'aller, c'est que les gens se disent, je perds ma chose et on me demande de 5 000. Que le plus important, c'est la déclaration, parce que quand vous allez, le policier qui est en face de vous là-bas, il met ça dans ce qu'on appelle la main courante. La main courante. Voilà. Ce n'est pas forcément le papier qu'on vous délivre. C'est vrai que le papier qu'on vous délivre sera important plus tard. Mais le simple fait d'aller déclarer, de savoir le poste et le jour auquel on est allé déclarer, ça pourra peut-être vous dédouaner plus tard. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a perdu, par exemple, sa moto, qui ne fait pas de déclaration, et la moto là est utilisée pour faire un braquage. Nous, on arrive à identifier la moto, on identifie le propriétaire, mais c'est vous qu'on viendra chercher. Vous allez nous prouver plus tard que ce n'est pas vous qui étiez sur la moto le jour du braquage. Donc, vous voyez, même les téléphones, donc même le téléphone qui est perdu, il faut déclarer au commissariat. Ça doit rentrer dans les habitudes, ça doit rentrer dans les réflexes. Mais avant même de revenir sur ça, permettez-moi de parler un peu du comportement à avoir aussi en cas de vol à l'arraché. Il faut, si possible, parce que parfois on est sous le choc, mais il faut, si possible, pouvoir identifier la personne, voir si elle était seule, quelle est sa corpulence, qu'est-ce qu'il a porté, vers où il est parti. Est-ce qu'il y a des cicatrices particulières, des signes particuliers? Voilà, est-ce qu'il était sur une moto, quelle est l'immatriculation de la moto, ça pourra aider. Et lorsque vous vous faites voler vos objets personnels, lorsqu'il y a par exemple des cartes bancaires, il faut en même temps faire opposition à votre banque pour que ces personnes-là ne puissent pas utiliser ça. Voilà. Donc, Novio, ce n'est pas parce que c'est petit téléphone qui est volé qu'on ne va pas signaler. Comme il vient de le dire, on vole ton téléphone, on peut commettre un forfait avec le téléphone et le policier va faire enquête, on va venir te choc comme ça et puis tu vas prouver. Non seulement ça, peut-être que c'est ta carte de visite. Ils ont emporté le portefeuille vite, mais il y a ta carte de visite dedans. Ils vont aller commettre le forfait puis déposer la carte de visite. Déposer la carte de visite sur le lieu du crime quelque part. C'est une trace. Attention, c'est vrai. La carte de visite, ça va, voilà. La carte d'identité, le passeport, ils laissent ça sur le lieu pour nous dérouter. Vous n'avez pas fait de déclaration. Ce serait difficile. Là, c'est à vous, on va penser. Le réflexe, c'est tout de suite. Pardon, donc vous perdez votre portefeuille là. Il n'y a rien dans le portefeuille, mais il n'y a que votre carte de visite même dedans. Il faut déclarer que votre portefeuille a été volé et qu'il y avait une carte de visite dedans. C'est grave, c'est compliqué. Tu parlais de la moto que je me suis dit, tiens, c'est possible quoi. On peut voler ta moto et aller commettre des forfaits avec. Donc c'est la moto. Mais souvent, c'est ce que les braqueurs, les voleurs font. Ils n'y vont pas avec leur engin. Ils volent des engins. Et puis ils volent des plaques aussi. Oui, ils volent des plaques pour
pour nous mettre sur de fausses pistes. De fausses pistes. Non seulement ils volent, mais c'est aussi, vous faites bien de parler de cela. Il y a des mécaniciens qui deviennent des vendeurs de pièces détachées. C'est-à-dire ceux qui font la casse généralement. Ils achètent un engin qui est immatriculé, c'est-à-dire la plaque sur ça. Ils enlèvent et ils revendent cette plaque-là. C'est une infraction grave. Les gens viennent avec une moto non immatriculée, ils prennent cette plaque, ils le mettent là-dessus et puis ils vaillent comme un forfait. Nous, on retrouve cette plaque, on commence par chercher ailleurs alors que l'engin n'est même plus en circulation. Donc vous voyez, donc il faut qu'on tout déclarer. L'attention de ces gens-là, que ce n'est pas... Oui, bon, toi-même, que tu vas chez le mécanicien acheter une plaque, là. Voilà. Comment toi-même, tu vas acheter plaque. Mais c'est le voleur, il va aller acheter plaque. Il y a des gens même simples qui peuvent acheter. Quand ils savent que c'est busy, tu vas acheter moto, et puis tu vas aller acheter plaque 5 000 on se dit que bon, ça c'est pour éviter des problèmes avec la police, mais on se met dans un gros problème sans le savoir. Comment on achète plaque comme ça? Bonjour Bala, bonjour à nos deux commissaires. C'est juste pour appuyer le fait qu'un supposé vol peut ne pas être intentionnel. Il m'est déjà arrivé, après avoir garé ma moto de marque Flèche, de revenir monter par mégarde sur une autre moto également de marque Flèche. C'est au moment de partir que j'ai remarqué que la clé ne tourne pas normalement pour pouvoir démarrer la moto. Et quand j'ai fait attention, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma moto, tellement les motos se ressemblaient. La question que je me pose, et si par hasard, et si par un hasard, la clé avait pu tourner, donc j'allais partir avec la moto, d'autres trucs comme ça. Dans ce cas, j'allais faire comment? Revenir sur les lieux ou aller directement au commissariat? Si ça advenait, comment on fait? On va au commissariat? Mais ça, je donne aussi un exemple. Mon propre petit frère a été victime de ça. La moto a été emportée, même le gars est parti et ils étaient là à l'armée avant que le gars ne revienne avec la moto qui s'était trompé. Imaginez qu'on l'interpelle en circulation que c'est une moto volée. Il ne pourra pas prouver ça. Alors, quand ça arrive, comment on fait après? Je reviens sur les lieux ou je vais au commissariat? Parce que des fois, tu viens sur les lieux, on peut te lyncher en route. Oui, vous pouvez vous rendre. Si vous voyez que il y a déjà la lame qui a été déjà donnée, vous pouvez vous rendre comme ça. Ah, voilà ce qui m'est arrivé. Sincèrement. Et on va retrouver ta moto aussi là-bas, c'est ça, oui. Donc là, on saura que l'intention n'y est pas. N'y était pas. Mais ça m'est arrivé aussi. Je mettais la clé dans une voiture qui n'était pas la mienne, parce que c'était 2 BM, c'est à l'époque, des couleurs grises. Pareil. Oui, presque pareil, quoi. Et bon, moi, quand j'avançais, je crois que je regardais quelque chose, et je savais que la voiture était là, j'avançais sans faire très attention. Après, je me suis rendu compte que non, il y avait quand même quelque chose, je regarde bien. C'est pas ta voiture. Voilà, la mienne était de l'autre côté, et puis, mais le gars aussi, gare à côté, quoi. Le gars à côté. Non, c'est pas que le gars à côté, mais le gars aussi achète la même voiture que toi. Mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, ça arrive de moins en moins parce que les engins viennent avec des alarmes, avec des commandes. Quand vous appuyez, vous reconnaissez directement votre Alors, un bon message qui m'a fait plaisir. Le profil de la dame, c'est une dame très jolie. Ah oui, c'est un clair. Hein. Purée. C'est quoi le teint clair? Oh, la dame est trop jolie. C'est qui la dame? Attends, je vais lire le message. Elle nous a... comment on dit ça là? Bah oui, je vous marie là. C'est pour les invités. Je vous marie, c'est pour les invités. Bonjour, je vous écris depuis le Niger. Bon. Bonjour, ma charmante Nigérienne. Dites aux commissaires qu'ils sont vraiment très beaux dans leur tenue. Sont-ils mariés? C'est authentique, c'est un message qui vient d'arriver, c'est pas moi. Elle n'a pas fait un choix. Hein. Non, les deux, c'est Kalibegbe. Celui qui est libre elle lance prend. le filet. Le conseil d'outils. Vous n'êtes pas dispo? Comment? Attends, vous parlez pour quelqu'un, pourquoi? Attends, pourquoi vous parlez pour quelqu'un? Je vais demander au commissaire Kofi de laisser qu'on fasse ça hors antenne. Hors antenne, on va mieux se comprendre. Mais je pense que nous pouvons répondre à la dame. Et je crois que pour ma part, pour ce qui me concerne, je ne suis pas un cœur à prendre. Merci. Vous aussi, vous n'avez pas un cœur à prendre? Non, dites clairement, je suis marié. Non, il dit qu'il n'est pas un cœur à prendre. C'est quoi? Même s'il n'est pas, il peut ne pas être marié, mais ce n'est pas un cœur à prendre. Il s'aime lui-même. Ah, d'accord. On peut ne pas être marié, mais s'aimer soi-même. Je n'ai pas compris l'expression. Il n'est pas un cœur, le cœur n'est pas libre, c'est pris déjà. C'est vrai, toi, tu as un cœur à prendre encore? Non, c'est déjà pris par ma femme, c'est ce que j'ai. C'est vrai, toi, ton cœur est pris déjà? Par toi. Tous les samedis, 2 heures de temps. Mon cœur
À partir de 10 h, on peut en discuter. Mais ça Oh, revient- ça ma revient chère souvent, nigérienne, hein. mais sinon, À chaque fois que les à chaque fois que les commissaires viennent, les policiers, le- vous séduisez les gens l'histoire de seulement. tenue, là, Votre affaire là, vous allez attirer Oui, les vous vocations. savez que la Les jeunes vont tenue- rentrer dans la hein, police. votre tenue, vous portez la elle est tenue un élégante. peu. Elle est importante. Moi, Elle est par élégante, exemple, je peux vous dire que c'est l'un des critères sur lesquels je m'étais fondé pour devenir rentrer dans la commissaire. police. Oui, j'ai un aîné aujourd'hui qui est mon chef, le commissaire divisionnaire Bolenga, à l'époque, qui venait pour ses études, je crois, en 2A. Moi, j'étais encore en première ou deuxième année. Il était en tenue. Quand il venait en tenue, Ah. c'était tellement admirable. Quand tu vas le Voilà. C'est ça. Et jusqu'à vous faites effet jusqu'au Niger. Attends, Yako, on va gâter la poche. Dans 2 semaines, il y aura une autre vague qui sera là. On va voir si Dans parmi 2 eux... semaines, c'est rien que des femmes. Oh mince. Je Dans rigole, hein. 3 semaines, Je blague. ils sont là une fois toutes les 2 semaines. Déjà, si vous guettez un jour, il y a un corps qui va se balader et on peut ramasser. Mais leur tenue qu'ils Oui, portent. mais il y a le commissaire Kofi. Non, lui aussi, il a parlé déjà. Hein. Ah non, lui, Il dit que son cœur- il a passé, il a laissé la main. Il a laissé la main, il va passer la main déjà. La police nationale fait beaucoup d'efforts pour nous mettre en sécurité. Merci beaucoup. Voilà, vous avez des... Chaque fois que vous passez, les gens nous oublient, nous. C'est vous seulement. Les gens vous envoient des trucs. Vous êtes là tout le temps. Donc, Regardez, c'est toujours merci aux policiers, merci de créer cette proximité avec nous. Oh. Mais et quel est le vol le plus fréquent entre arnaque, entre cambriolage, arraché, Bon, je pense que si on s'en tient aux statistiques et aux constats que nous faisons, je pense que c'est le cambriolage. Parce que le candidat au vol, il sait déjà que dans une maison, il va forcément trouver quelque chose. Dans un magasin, il va forcément trouver quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas pareil. Voilà, donc... un candidat à la prison, ouais. Je pense que c'est les cambriolages qui reviennent fréquemment, avec aussi l'extension des villes, les nouvelles maisons, les nouveaux quartiers. Je pense que c'est les cambriolages. Il y a des époques où... Oui, généralement, avant les périodes qui précèdent les fêtes, sont des périodes... voilà, chacun veut fêter, tout le monde veut faire plaisir à sa petite amie. Et voilà. Il y a aussi la période des vacances, où les jeunes sont là, ils sont désœuvrés, ils circulent dans le quartier, et puis bon, ils trouvent quelque chose, ils prennent. Moi, devant ma devanture, les jeunes sont graves, des jeunes enfants, même des enfants. Il y a baby-foot. Vous imaginez qu'en plein jour, je suis sur ma terrasse, mais les enfants soulèvent baby-foot au-delà de ta et l'argent sort. Ils vont jouer encore avec. Non, ils partent avec là. Ils soulèvent le baby-foot, ils soulèvent là, pour que l'argent sorte et puis ils ramassent des enfants. Parce que c'est comme ça, petit là, ils vont commencer par... Ils vont aller en prison un jour. Quand nous étions jeunes, les gens de baby-foot, ils passaient chaque heure, je crois, pour collecter, voilà, pour collecter. Faut pas laisser la recette. Non, mais c'est pas, mais c'est pas top. Allez, j'ai fait une déclaration de perte, mais jusque-là, pas de suite. Que faire? L'essentiel est que vous avez fait la déclaration de perte, ou bien, mes commissaires. L'essentiel, c'était déjà de vous soustraire d'un problème éventuel en déclarant. Les enquêtes sont en cours et ce n'est pas toujours des dossiers fermés. Oui, quand les enquêtes sont parfois, ouvertes. on arrête les gens des mois plus tard. Des années même plus tard. Là, récemment, on a encore eu cet article de la police nationale qui a démantelé un réseau de vol de motos. C'est cette semaine. Hein. C'est cette semaine. Ça arrive très souvent. Les enquêtes, je comprends que ça prend du temps. Mais des fois même, le voleur, on l'attrape pour un autre fait et on se rend compte qu'il est responsable d'autres faits. C'est des réseaux. Et puis peut-être des fois, même que vous suivez un voleur, mais vous ne l'arrêtez pas, vous attendez de pouvoir démanteler tout un réseau qui... Voilà, la police démantèle un réseau de voleurs de motos et de tricycles à Lomé. L'article a été publié le 31 août. C'est suite au cambriolage d'un tricycle au domicile de quelqu'un que la police a interpellé le nommé Dieudonné. Et les investigations ont permis de retracer le tricycle dans une maison d'habitation à Baguida. Et voilà, on a pu retrouver plein d'autres articles. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? C'est ça. Allez, je vais parcourir un peu le message. L'enfant de 12 ans. Bonjour, merci, c'est un enfant qui est policier. Oh, madame, votre affaire là, c'est tribunal là?
matrimonial, c'est pas ici. Son enfant sera policier. Pour jeter dans les ténèbres. Bon, merci, cher policier. Mais vraiment, comme vous l'avez dit, la sécurité collective commence par les dispositions individuelles que nous prenons à notre niveau. Chacun doit vraiment faire gaffe. Oh, laissez-moi avec la fête. Les corps habillés sont très beaux dans leur tenue. Il n'y a pas la place pour moi. Il n'y a pas la place pour toi. Nous-mêmes, on est habillés. C'est la même, c'est Alomé. Nous-mêmes, on est habillés. Nous, on n'est pas des corps déshabillés. On n'est pas des corps déshabillés. Gracie est habillé, Daniel est habillé, tout le monde est habillé, mais vous êtes là à parler de corps habillés. Le corps s'est habillé. Je crois qu'il n'y a rien dans la jalousie. Et oui. À part gros. Et oui. Et oui. Merci. Hein. Je déclare la fin de cette émission. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fini là, je déclare que c'est fini. C'est vrai, Moussidi. Il faut... Non, sérieux. Il dit, c'est pas grave. Je vais me lever. Merci en tout cas. Non, c'est grave, je suis très... Commissaire Douti. Ignorez tout, dans le studio, mesdames, sortez, levez-vous, levez-vous, au revoir. Allez, chers téléspectateurs, juste pour ça, je mets fin à l'émission d'aujourd'hui. Parce que je suis trop fâchée. Comment est-ce qu'il peut me dire? Non, parce qu'il m'a énervé, je mets fin à l'émission de ce jour. Alors, Novio, coupez-moi cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h. Mais demain, je vous promets qu'on va parler encore de beaux sujets. Demain, on va vous emmener découvrir le quartier du musée Ponton. Tu connaissais, non? Ouais. Musée Ponton. C'était à l'époque, c'est clair. Merci. Alors, le musée aujourd'hui n'existe plus, mais le quartier est là. Est-ce que les gens qui habitent l'immeuble qui est construit là connaissent l'histoire du lieu où ils habitent? Musée Ponton. Et puis, on va parler aussi des fêtes traditionnelles. C'est la période des fêtes traditionnelles. La valeur des fêtes traditionnelles, un peu tout ça, on en parle demain. Et puis, on va peut-être demander aux gens d'Adéro, depuis l'homme, il y a les lémis. Il y a les diobos. Le vent est en train de partir, il faut attraper le vent avant que le vent ne parte. Allez, on parle de ça demain. Au revoir, passez une très belle journée. Mais commissaire, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir séduit toutes les filles de la République et puis de la Voie lactée et du Niger. On se retrouve demain. Oui, demain, mais avec les policiers dans 2 semaines sur une autre thématique. Merci. Très belle journée à vous. Au revoir les amis. Merci beaucoup.